Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilembe du 3xw.jctum.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV, qui est un canal qui se veut éducatif et informatif. Et aujourd'hui, comme chaque week-end et comme tous les samedis, vous le savez déjà, on fait le crypto rapport. Et on va se focaliser uniquement et exclusivement sur toutes les news au sujet du Bitcoin au niveau global et ensuite on ira dans un secteur qui me plaît beaucoup, comme vous l'aurez remarqué, c'est le secteur financier et principalement Wall Street. Donc d'abord on va commencer par un tour d'horizon global pour voir tout ce qui s'est passé dans différentes parties du monde, principalement sur chacun des continents. Et ensuite, on va terminer par le secteur financier uniquement et exclusivement et voir pas mal de choses. Donc aujourd'hui, samedi, c'est le côté news et demain, dimanche, on regarde le trading. Donc bien sûr, vous avez vu que on a vu le prix du Bitcoin qui est tombé fortement et bien sûr, toutes les cryptos ont suivi avec. On a atteint la target que comment dirais-je, ça fait déjà, je pense, depuis fin décembre, début janvier, que je parle de la target des 8000, depuis que cette baisse a commencé. On a atteint cette target et on peut même encore aller plus bas. Les plus bas qui ont été atteints, c'était les 7984 dollars. Il n'y a pas eu de clôture à ce niveau-là. On est remonté un peu au-dessus, mais rappelez-vous que les cryptos cotisent 24 sur 24, 7 sur 7. Donc la semaine n'est pas encore finie. Ce sera dimanche soir qu'on verra ça, donc dimanche à minuit. Et on verra comment est-ce que ce niveau, comment dirais-je, si on clôture proche de ce niveau-là. Donc rappelez-vous, on est dans la zone, donc on est déjà dedans. Et après, on verra exactement comment va être l'évolution. Donc le mois de février s'annonce baissier. Et donc ça, on va regarder ça demain lors du trading. OK? Donc voilà, donc aussi un grand merci à tous ceux qui soutiennent le canal, à tout l'engouement. Et réellement, je suis content de savoir que la valeur du travail est reconnue et que réellement elle apporte quelque chose à la communauté. Donc ça c'est grandiose. Donc voilà, donc moi, pour tous ceux qui sont novices et tous ceux qui ont croisé mon canal dernièrement, qui ont croisé mes vidéos et ainsi de suite, vous avez bien vu qu'en archive, il y a énormément de choses pour vous. Ça va vous aider à vous familiariser avec la terminologie et comprendre les concepts et les mécanismes. Et comme certains me l'ont dit, lorsque vous êtes prêt, vous venez, moi je suis là. Il y a énormément de services qui sont là pour vous. Ok, donc rappelez-vous ici, la compagnie c'est un centre de consulting, c'est un centre d'analyse et c'est un centre de recherche. Nous ne sommes pas une école de trading, nous c'est de la recherche. Donc c'est un ensemble de questions et on répond à ces questions et en même temps vous avez des conseils. Comme ça, vous allez pouvoir vous diriger vous-même dans ce qui vous intéresse vous. Donc oui, nous on a un large panel de choses, donc on répond à énormément de questions et après on voit des choses qui sont bien plus spécifiques et là c'est selon les besoins des clients. Ok, donc voilà, donc ici rappelez-vous c'est un centre de consulting et de recherche, donc on regarde tout, on prend tout le marché. Ici ce n'est pas trading crypto, trading ci, trading ça, non, on prend l'ensemble des marchés financiers et dans la finance vous avez un aspect financier, enfin vous avez un aspect trading, investissement et ainsi de suite. Ok, donc voilà, donc maintenant on va commencer parce qu'on a beaucoup de choses à voir, principalement la baisse, mais il s'est passé bien plus que ça aussi. Ok, allez, on y va. Et en fin d'émission, je vous montrerai rapidement comment avoir accès aux services et aux solutions. Donc moi je me bouge de l'écran. Et maintenant on y va. Donc voilà. Ça ne nous intéresse pas pour le moment. On reviendra sur le 3xw.jtube.com. Vous avez vu, on a tout ça à regarder. Donc on va regarder tout ça. Donc on va y aller. Ok. Bon, premièrement, commençons. Attendez, je vais rafraîchir la page ici pour être sûr qu'on a les derniers prix. Donc vous avez bien vu la baisse que l'on a vue, donc généralisée dans toutes les cryptos. Donc rapidement, on va faire un tour d'horizon. Qu'est-ce que l'on a? Plus de 1500 cryptos créés, énormément de marchés aussi. Market cap, on est en dessous des 500 milliards. Et vous voyez le volume, 26 milliards dans les dernières 24 heures. Dominance du Bitcoin, voilà comment il est. Donc maintenant, on va regarder un peu ici la market cap. Donc on va s'intéresser là-dessus. Donc durant la semaine, on va regarder tout ce qui se passe. Là maintenant, on va ici charger les données de la market cap. Vous voyez la market cap, à un moment donné, on était super haut ici, comme vous pouvez le voir. On avait atteint les 750 milliards de dollars de market cap. Donc ça c'est aussi grand, c'est très grand. Donc ça c'est énorme comme market cap. Et donc vous avez vu que depuis là, on a fort chuté. Donc ouais, ici maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va venir ici à ce qui nous intéresse. Nous, on va regarder, on va dire le dernier trimestre 2017. On est depuis le mois de novembre, donc novembre, décembre et janvier, donc même octobre. On voit qu'on a clairement cette épaule, la tête ici et la deuxième épaule. Attendez, je vais le dessiner comme ça, vous allez le voir clairement à l'écran. Donc vous voyez, on a ceci, on a cela et cela. Et là maintenant, là on va vers le bas. Donc avec la market cap, à un moment donné, on est à ce niveau-ci et on peut redescendre bien plus bas. Ok, donc là vous voyez exactement c'est quoi et vous voyez le volume, exactement comment il a suivi tout cela. Et maintenant, on est en train de baisser. Ok,
Donc voilà, ça c'est pour la market cap, ça c'est pour les cryptos en général. Maintenant, on va aller à... Qu'est-ce qu'on va regarder? Ah oui, Crypto Maps, pardon. Crypto Maps, voilà. Donc on va regarder ça sous forme de ce qu'on appelle le heatmap. Donc le heatmap, c'est pour voir un peu comment dirais-je, la capitalisation des cryptos, mais de manière relative. Donc les unes en rapport aux autres et chacune selon, on va dire, son rayon d'action, donc son industrie. Donc c'est dans les dernières 24 heures, vous voyez tout en train de se récupérer, tout est dans le vert, mais maintenant, ne vous laissez pas avoir par cela, rappelez-vous, la perspective, c'est quelque chose de très important, donc on regarde ça comme ceci, et quand on voit ça comme ça, ouais, c'est en rouge, vous voyez, c'est le contraire, hein. Donc ici, tout est rouge, et les petites altcoins, vous voyez, celles qui sont en train de naître récemment, ben, elles sont en vert, et lorsqu'on regarde ça dans les dernières 24 heures, on voit que tout ce qui est rouge est vert, et les petites altcoins, elles sont en rouge. Donc oui, Bitcoin descendu fortement. Ouais, qu'on avait atteint des prix très 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 bas. Maintenant, on se récupère un peu, on est au-dessus des 9000. Oui, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold aussi, Bitcoin Gold 37% de moins cette semaine-ci. Ethereum les 10%. Ouais, Ethereum a tardé, hein, donc la baisse a tardé pardon, à se généraliser, à affecter plutôt le prix de l'Ethereum. Mais maintenant, on est descendu en dessous des 1000 $. Vous voyez Ripple aussi, fortement descendu. Cardano, fortement descendu. Neo aussi, ça a fortement tardé à être affecté par cela. Vous voyez ici le Stellar, le IOTA, IOS tombé fortement, Omisego ici, Quantum ici comme vous le voyez. Donc ouais, voilà, donc ça c'est vraiment généralisé partout. Ok, voilà. Maintenant, on va aller directement attaquer les articles. On va commencer par le Bitcoin au niveau global. Qu'est-ce qui s'est passé ici au niveau global? Et on va commencer par cet article, premièrement, qui nous parle du Bitcoin Fork, donc de la bifurcation. On dit que le Bitcoin Cash serait le Bitcoin originel. Rappelez-vous, ça fait déjà un bout de temps qu'on parlait de cela, vu qu'à un moment donné, au niveau du trading, il y avait ce qu'on appelait de la corrélation négative, c'est-à-dire si le Bitcoin descendait, le Bitcoin Cash montait, Bitcoin, on va dire, et vice-versa. Ok, et là maintenant c'est un rapport qui vient du NIST et leur rapport, bon, on les explique et soutiennent leur thèse. Et c'est très intéressant à voir vu qu'on va dire on remet encore une fois de plus ce débat sur la table. Et en gros, c'est quoi? Ben, le Bitcoin Cash serait le Bitcoin, enfin, serait la bifurcation, on va dire, dans ce cas-ci. Pour pas nous embrouiller, on va dire que le Bitcoin Cash est vraiment fidèle à la vision du créateur, donc Satoshi Nakamoto ou les créateurs sous le pseudo de Satoshi Nakamoto. Donc voilà, et tout le reste, eh ben, c'est tout et n'importe quoi. Vous pouvez le voir vous-même, hein. Au niveau utilitaire, ben, le Bitcoin ne respecte pas les rapidités de transaction de prix et les transactions à faible coût. Même si dernièrement on a vu ces transactions baisser, mais là, et qu'on peut mettre ça en relation avec la baisse des prix, je ne dis pas que c'est vrai à 100%, mais bon, on peut faire des parallèles comme ça, ouais, on peut faire énormément de parallèles, mais la chose étant que ce n'est pas super utile pour des micro-transactions de PAP, donc de peer-to-peer, et peu coûteuse, ça ne l'est pas, rapide, ça ne l'est pas, énormément de congestion, problème au niveau de l'évolutivité et de ce qu'on appelle le scalability. De la génération et création des blocs. Donc voilà que ce n'est pas donc le côté utilitaire du Bitcoin. Non, comme store de valeur, lorsqu'on a des millions et des milliards, oui, parce que là, payer un 2 ou 3% de frais pour ces transactions-là, ben voilà, et attendre 2 3 4 jours, ben voilà, c'est pas si grave que ça, mais au niveau utilitaire, si moi je dois payer ma facture d'électricité, je sais pas moi, on est le quantième aujourd'hui, le 3 et que ça va demain me couper l'électricité, ben j'aimerais que ce soit fait dans la minute ou dans le quart d'heure, grand maximum. Ouais, donc ça, c'est ça, donc le débat encore ouvert. Continuons maintenant. Ici, maintenant, c'est quoi? L'effet Google. Donc, on a vu quoi qu'il y avait un parallèle entre les recherches de Google et la montée du prix du Bitcoin. Mais maintenant, vous allez me dire, bah, tiens, on continue toujours à parler du Bitcoin malgré la baisse. Donc, ouais, qu'il y a énormément dans les moteurs de recherche. C'est oui, Bitcoin, qu'est-ce qui se passe ici, ça? Ne vous détrompez-vous. Malgré tout ce qui est en train de se passer, malgré cette baisse, eh ben, beaucoup de personnes pensent, bah, tiens, si maintenant le Bitcoin est déjà monté jusque-là, rappelez-vous, les 20 000, c'est un indicateur. Si on voit le prix continuer à descendre, eh ben, ça pourrait être un bon point et un bon endroit ben, pour pouvoir continuer
enfin, comment dirais-je, avoir une opportunité de rentrer dedans. Donc maintenant, c'est chaque investisseur, chaque trader et chaque spéculateur a ses propres raisons de pourquoi et du comment il veut rentrer plus bas. Pour un investisseur, quand il voit cette baisse, bah, pour lui, c'est je continue à accumuler. Pour un spéculateur, bah, tiens, s'il y a des nouveaux catalyseurs dans un futur, eh ben, je vais venir mettre mon casino money. Et pour un trader, bah, c'est un trade parfait pour lui. Ok, donc à la hausse comme à la baisse. Ok, donc quand je parle de traders, ici je parle d'institutionnels qui eux ont accès aux contrats futurs et qui peuvent mettre des short selling, un peu comme ce que je fais avec des dérivés, pouvoir mettre des short selling aussi. Donc là, par rapport à ça, ben, pour nous, ben, c'est parfait. Ok, voilà, donc maintenant, continuons. On va maintenant une opinion, donc là c'est par rapport donc au sale, donc les soldes, hein, donc par rapport à tout ce qu'on a vu, cette forte baisse, eh ben, pour eux, ben voilà, donc là c'est un peu comique ici, c'est un peu d'ironie, ben ouais, tout doit partir, les dernières pièces, tout doit partir, il faut que le prix continue à baisser, donc en gros, ben voilà, donc ouais, ici c'est ça, hein. Donc ouais, les soldes, ouais, lorsque vous voyez au niveau des soldes au mois de janvier, enfin exactement, ben, on commence avec X% et vous voyez que vers la fin, les derniers jours, ben là il y a les super affaires, allez, tout doit partir, donc là je trouvais ça très comique. Bon, ça peut être pas, ça, cela n'est sans doute pas très comique pour des investisseurs qui sont en train de perdre de l'argent, mais bon, ouais, que, comme je vous le disais et je l'explique souvent, je l'ai donné pas mal dans les Bitcoin Trading Time des dimanches, ben, il faut toujours avoir le parallèle avec les soldes. Rappelez-vous, là, c'est dans une vision d'investisseur. C'était trop cher, au niveau des 20 000, maintenant, au plus on voit le prix baisser, ben, ça devient de plus en plus intéressant. Et même si ça baisse et que ça va encore plus bas, ben, ce sera encore bien plus intéressant. Rappelez-vous que le Bitcoin a une historique de 90% de correction. Donc là, c'est déjà arrivé. Donc là, c'est ça. Donc là, fallait rentrer dedans quand ça valait des cents. Et donc maintenant, ben, même si c'est passé à 20 000 et que ça tombe à 1000, si vous êtes rentré dedans lorsque le Bitcoin valait des cents, ben, vous êtes toujours bien. Donc si vous en avez 1000, ben, peu importe pour vous, bah, vous êtes bien. Ok, donc là, voilà, donc un peu de, on va dire un peu de, en rigolant un peu. Ok, maintenant, continuons. On va regarder maintenant qu'est-ce qui se passe ici. Bon, là, c'est aux États-Unis. Qu'est-ce que l'on a? On a une entreprise qui s'appelle, bon, une entreprise blockchain, une compagnie blockchain, qui vient de faire quoi? Ben, qui vient d'acheter plein d'hectares de terre dans le Nevada. Ben, pourquoi? Vous voyez, dans le Nevada, maintenant, il y a comment ça s'appelle? Il y a la compagnie Tesla aussi qui a acheté beaucoup d'hectares de terre là-bas pour mettre sa Gigafactory, hein. Donc sa Gigafactory qu'elle est en train de mettre là-bas, ben ouais, que non, ben, les compagnies blockchain qui ont énormément d'argent, ben maintenant elles aussi commencent à rentrer dans cette course à l'acquisition de terre. Et donc là, voilà, là-bas dans le district ou dans l'état du Nevada, ben ouais, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vu, mais maintenant ça commence à se faire de plus en plus. Ils viennent là pour commencer à monter des grands centres de recherche blockchain, ainsi de suite. Et donc voilà, ça commence déjà par ce genre de compagnie. Maintenant, continuons encore avec des institutions qui sont très connues. Starbucks, ben, vous voyez, Starbucks, à un moment donné, on parlait de Starbucks, accepter les bitcoins, ainsi de suite, ou quoi que ce soit. Et après, il y a eu un débat, Starbucks allait-il lancer sa propre ICO? Et maintenant, ici, qu'est-ce qu'il y a? Ben, vous avez ici, hein, donc en relation avec l'article que vous avez vu, ben, le chairman, donc l'executive chairman, ici, monsieur Howard Schultz, qui lui-même est en train d'en parler et il dit le pourquoi il ne croit pas au Bitcoin, mais pourquoi est-ce qu'il pourrait faire, ben, comme vous voyez ici, Starbucks dans le blockchain, donc c'est-à-dire émettre leur propre token, donc leur propre jeton. Donc là, il explique lui-même avec ses propres mots. Très intéressant cet article. Et là, ça rejoint quelque chose comment dirais-je, on en avait souvent parlé et je vous disais souvent, donc surtout dans les Global Crypto Research et dans les sessions de consulting que je fais avec les clients, que dans un futur proche, on verrait les grosses compagnies, les grosses corporations lancer elles-mêmes leurs propres jetons. Donc ça, c'est quelque chose de très probable. Et donc, vous voyez maintenant Starbucks, on dit, bah tiens, Starbucks, il faut savoir, non. Bah oui, là, il y aura un jeton utilitaire, une espèce de carte de fidélité, mais sur base de votre wallet et ainsi de suite. Donc voilà. Ok. Maintenant, on parle de Tether. Et oui, je vous dis, je n'ai pas oublié la vidéo à faire sur Tether. Ce sera exactement le mardi. Donc mardi, Tether et jeudi, Omisego. Donc là, c'est noté, c'est fait. Et donc, je suis en train de recueillir énormément d'informations. Mais oui, il y a toujours énormément de news, hein, par rapport au Tether. Donc, au Tether, la fraude, Tether le ci, Tether le ça. Comment est-ce qu'ils peuvent maintenir la corrélation, on va dire, l'adossement ou avec un ratio de 1 à 1 avec le dollar américain. Et maintenant, il y a eu des problèmes. Pourquoi? Au sujet de l'audit. Ça fait 3 ans, je crois, ou même ouais, ça fait, non, pas 3 ans, ils n'étaient pas encore là. Ça fait quelques mois déjà qu'il y a un gros cabinet d'audit qui devait venir auditer les comptes de Tether, mais c'était très opaque, très peu transparent. Et à la fin, ben, voilà, ce cabinet d'audit a abandonné et maintenant on a vu des mouvements. Donc par rapport à ça, il y a eu Tether et Bitfinex, je pense, qui ont commencé à voir
pas mal de problèmes par rapport à ça. Maintenant, on est en train de leur demander des comptes. Et donc là, voilà exactement ce qui est en train de se passer. Donc ouais, là, encore une fois, pour beaucoup aussi, pour beaucoup de personnes aussi, je dis bien beaucoup de personnes, et là c'est de la spéculation. Rappelez-vous ce que je vous disais dans la vidéo de hier vendredi, je disais que dès qu'il y a une baisse, parfois on voit une baisse parce qu'il y a une baisse, parce que c'est une panique, ou c'était déjà un plan, comment dirais-je, que les gros investisseurs, donc ceux qui ont le capital nécessaire et qui peut impacter le marché, s'ils commencent tous à vendre en masse, on va avoir ce genre de mouvement. Mais par après, les médias, ben, tout le monde y va de ces raisons. Donc là maintenant, on dit que Tether, et ouais, au niveau de l'audit de Tether et le problème qui est au niveau de Bitfinex, ainsi de suite, ça a touché, ça a encore affaibli et ça a impacté négativement la confiance qu'avaient les investisseurs. Et donc de ce fait, eh ben, voilà, ça a provoqué les mouvements que l'on a vu dernièrement dans le Bitcoin et dans toutes les cryptos, vu que le Tether servait, comme on va dire, de fiat, fiat digital, hein, on va dire, sur la plupart de ces exchanges, ainsi de suite. Donc voilà, donc on associe aussi, ben, on va dire, la énième vague de baisse qu'on a vue depuis mi-février, enfin depuis mi-décembre, pardon, mi-décembre de 2017. Et maintenant, ben, on rajoute une couche avec le Tether. Donc, comme je l'ai dit, dès qu'il y a des baisses, eh ben, après, il va dire, ah bah tiens, il y avait ceci, après, il y avait le hack au Japon, après, il y avait ce qui se passait en Corée du Sud, après, oui, mais la Chine a encore remis les couverts avec son bannir l'activité minière, ainsi de suite. Donc, maintenant, on va entendre de tout et tout le monde dire, oui, au fait, c'était cette raison-là. Donc, peu importe. À la fin de la journée, qu'est-ce qu'on voit? On voit le prix qui est en train de baisser, des personnes qui sont en train de perdre des sous, surtout ceux qui sont rentrés à 20 000, ne sachant pas ce qu'ils étaient en train de faire. Donc, voilà, la chose est là, c'est catastrophique pour le particulier qui a mis son argent dedans. Donc maintenant, on peut vous donner tout et n'importe quoi comme raison. Bah, la chose étant, c'est quoi? Comme je vous dis toujours, il faut toujours pouvoir être éduqué financièrement, avoir le risque sous contrôle et ne mettre qu'un capital qu'on peut se permettre de perdre. Ok, donc voilà. Et surtout maintenant, bah, je le dis aussi souvent à pas mal de clients, lorsque vous opérez dans les exchanges et ainsi de suite, c'est un marché qui est unidirectionnel. Donc vous ne pouvez que acheter bas pour revendre plus haut. Donc lorsqu'il y a des baisses, comme ça a été le cas, comme ce qu'on voit maintenant, bah, vous ne pouvez pas capitaliser dessus. Vous voyez que maintenant, il n'y a pas que les cryptos qui baissent, il y a toute la bourse qui baisse aussi. Donc moi, je vous dis déjà, je suis déjà court, je suis déjà short dans le Dow Jones et je suis en train de gagner. J'étais short dans les métaux précieux, donc maintenant, je suis short dans le gold. J'étais short dans le palladium, mon trade est déjà fini avec des gains. Et voilà, donc je suis short pratiquement dans tout et j'attends que ça baisse encore plus bas. Je voulais mettre un short avec Apple depuis les 180, mais maintenant j'attends et j'aimerais bien racheter Apple vers les 150. Donc je vais laisser passer cela. Il y a des compagnies dans lesquelles on ne met pas de shorts. Pourquoi? Comme Amazon, Apple, Netflix, ainsi de suite, il y avait des très bons earnings, donc des très bonnes publications. On ne vient pas dans les shorts. On voit que les shorts, c'est à vous de... Il faut sentir le marché. Là, je ne le sentais pas. Ces compagnies qui sont très puissantes à la hausse, plutôt, je dis, je ne les sens pas, mais je préfère plutôt shorter les indices. Donc Nasdaq, S&P, tous ces trucs-là, boum, les shorts, ils sont dedans. Et là, vous avez vu vous-même la semaine, bah, regardez les baisses. Dow Jones, 600 points lors de la dernière session. Et ça va encore s'aggraver, comment dirais-je, au courant de la semaine prochaine. Bah, dû à quoi? Bah, dû aussi à tout ce qui se passe au niveau fondamental avec les yield curves des bons et bons du trésor et notes du trésor, ainsi de suite. Donc là, vous voyez qu'il y a des choses derrière que l'on peut comprendre. Et là, voilà, je profite de la baisse. Vous voyez, c'est ça. Et avec les cryptos, c'est pareil. Et ici, maintenant, on peut venir rajouter tous les catalyseurs que vous voulez dire, que je peux dire, bah, tiens, bah, que c'est Satoshi Nakamoto qui est sorti de sa cachette et qui a dit, ah non, le Bitcoin, c'est du caca. Et voilà, c'est tombé. Donc, vous voyez, demain, je peux écrire un article là-dessus et on peut y croire. Donc voilà, donc la chose étant que c'est en train de baisser, il faut savoir qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là. Mais avec Tether, on va y venir bien en long et en large lors de la vidéo spéciale Tether. Donc je vais en faire une vidéo spéciale, donc je ne vais pas rajouter le Tether comment dirais-je, après les analyses qu'on fait, ça va être une vidéo à part exclusivement sur le Tether. Ok, donc voilà. Donc maintenant, vous voyez ici, il y a une vidéo, donc Bloomberg, donc c'est même arrivé jusque là où on parle du problème qu'il y a eu avec Bitfinex et avec le Tether. Et maintenant, on parle, pourquoi? Parce qu'il y a les autorités, donc le CFTC, c'est le Commodities Futures Trading Commission aux États-Unis. Et maintenant, eux aussi se sont mis dans l'histoire. Donc vous voyez, ça fait, c'est quoi? Ce sont des grosses institutions. Donc, oui, ça c'est la... non, c'est le Chicago Futures Trading Commission, pardon, pas de commodity, Chicago. Donc c'est Chicago CFTC. Donc là aussi, eux viennent et se mettent dedans. Donc c'est là où vous avez le CME et le CBOE. Donc eux aussi viennent se mettre dans l'histoire. Donc voilà. Donc là, il y a des gros problèmes par rapport à tout ça. Donc vous voyez que là, d'un autre côté, on dit que oui, non, c'est ça qui a causé, enfin, en partie, c'était comment dirais-je, que ce fait de Tether et de Bitfinex avait sa part de responsabilité dans le sell-off que l'on a vu. Mais là, c'était, on va dire, plusieurs vagues. Donc, comme je l'ai dit, bah, tout le monde peut y aller, comment dirais-je,
les raisons que ce soit. Maintenant, on va un peu dans un autre monde, on va un peu dans le monde, on va dire, ici, c'est quoi? Ben, les maisons closes. Et les maisons closes, maintenant, sont en train de considérer l'acceptation du Bitcoin. Pourquoi? Il y a une maison close qui est en train de donner ses raisons. Ben, la raison est la suivante. Il y a des clients qui viennent pour maintenir l'anonymat. Ils venaient avec des valises et des sacs remplis d'argent afin de passer une soirée, un week-end tranquillement. Et pour que leur paiement ne soit pas, on va dire, retraçable, ben, ils amenaient beaucoup de cash. Et donc là, ça posait des problèmes de sécurité pour les maisons closes. Donc maintenant, ben, ils ont décidé quoi? Ben, d'accepter les cryptos, ben, vu l'anonymat et vu la privacité. Donc voilà, donc vous voyez qu'il y a une utilité maintenant bah, pour ceux qui veulent aller se satisfaire comment dirais-je, contracter le service de ces demoiselles dans les maisons closes, ben voilà, ils pourront payer avec des cryptos. Donc ça, vous voyez que tout n'est pas négatif, toujours, vous voyez, il y a des cas d'utilité comme ça, et ben là, en voilà un. Maintenant, continuons. Et une autre page, et ça, c'est un peu je veux dire, un peu une réponse. Pas mal de personnes me demandaient, bah tiens, bah Serge, mais comment est-ce que tu fais pour regarder les fondamentaux d'une crypto? Donc là, il y a quand même pas mal de métriques qu'il faut mettre en place. Là, je vous dis, il faut être un peu créatif, hein. Donc là, chacun doit y aller de sa propre création et de son expérience. Bien sûr, pour un novice qui viendrait de commencer et qui ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il doit regarder, qui ne comprend pas ci, qui ne comprend pas ça, qui ne sait pas ce qu'il doit regarder, ça peut être compliqué. Mais une des métriques, ce serait quoi? Ben, voir le développement et voir l'activité sur GitHub. Avec GitHub, c'est la page où tous les développeurs viennent mettre exactement, ben, viennent faire des mises à jour et parler un peu du développement de la crypto ben, avec laquelle dans laquelle ils sont en train de travailler, donc celles qu'ils sont en train de développer, ainsi de suite. Et donc là, ben, quand on voit beaucoup d'activités GitHub, bien sûr de l'activité, pas d'activité de remplissage, mais de l'activité concrète où on voit GitHub actualisé et directement envoyé sur la page internet et vous voyez de l'utilité, vous voyez qu'ils peuvent amener des faits, hein, donc des choses factuelles par rapport à cela, c'est une des métriques à prendre. Vous voyez que là, il y a un roadmap, donc un plan, une série de choses à tenir en compte pour faire l'analyse fondamentale. Et là, ben, j'en ai parlé dans les vidéos consulting, dans les vidéos modules, il y a un aparté comment dirais-je, analyse fondamentale, crypto. Et là, c'est basé quand même, on va dire, sur un consensus, hein. Donc moi, ce que je fais moi personnellement, et j'ai vu quelques traders de Wall Street et des institutions de Wall Street, quelles sont les métriques qu'ils observent au moment de faire leur analyse fondamentale. Et donc j'ai fait un parallèle des deux. Et donc là, voilà, comme ça, il y a un peu ce que moi je fais, ce que moi je regarde. Bien sûr, la plupart des personnes le voient. Tous ceux qui ont les Global Crypto Research, vous voyez exactement ben, ce que je fais à ce niveau-là. Et plus aussi, ben voilà, qu'est-ce qui est, on va dire, la tendance répandue à Wall Street au niveau de l'analyse fondamentale. Et donc là, vous avez un parallèle entre les deux. Et donc là, ça va vous donner ben, un roadmap. Vous dire, bah, tiens, ça c'est vrai que c'est intéressant, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant. Et vous créez votre propre modèle. Rappelez-vous, un trader est autonome. Vous ne devez pas dépendre de mes analyses, ni de ci, ni de quoi. On va dire, là, c'est un centre d'intelligence. Là, c'est un deuxième avis, une seconde opinion, un conseil en plus que je peux vous donner. Mais c'est vous. Pourquoi est-ce que c'est vos analyses? Parce que chacun a un capital différent. Chacun a des besoins et des projections et des ambitions différentes. Donc voilà. Donc moi, vous ne pouvez pas, comment dirais-je, vous inspirer d'un global macrophone qui opère avec 100 milliards de dollars et vous n'avez que 10 000 dollars. Bah, c'est pas la même chose. Ouais. Ou ici, la plupart des personnes qui suivent le canal, vous êtes 100% crypto. Eux, ils sont global macro. Global macro, c'est-à-dire que les cryptos n'occupent qu'un petit pourcentage ou un XX pourcentage de leur money allocation et de leur exposition. Donc, vous voyez qu'il y a bien plus de choses. Et qu'ils soient en train de gagner ou de perdre avec les cryptos, ben voilà, ils sont gagnants dans d'autres choses. Vous voyez, comme maintenant, ben voilà, il y a l'exposition de crypto. Ben les cryptos, ce que j'ai en wallet, c'est en train de baisser forcément. Mais on va dire que mon patrimoine, mon capital se maintient. Pourquoi? Ben parce qu'il y a de l'autre côté la bourse et pendant que c'est en train de descendre, eh ben, je suis en train de mettre des choses et dans les actions, et dans les indices, et dans les devises, et dans les matières premières. Donc, ouais, ben, c'est ça la chose. Donc, ouais, peu importe ce qui se passe, ce côté-là est affecté, mais moi, l'autre côté est en vert. Donc, ouais, il y a une balance. Donc, si je peux en dire 5% ici, ben, je suis dans 95% de gains de l'autre côté. Donc, ouais, c'est ça. Je ne suis pas 100% crypto. Et c'est ça aussi. Et là aussi, j'en profite pour répondre à une question qu'on m'avait posée au sujet de monsieur Marc Novogratz. J'avais passé une vidéo au mois de décembre où il expliquait son positionnement au mois de décembre. Il disait qu'il était déjà en train de vendre. Il avait commencé à vendre avant que le Bitcoin arrive aux 20 000. Et il avait dit qu'il était down, donc il était légèrement dans le rouge pour le mois. Mais pour le trimestre, il était haussier. Et dans l'ensemble de son fonds, le fonds était en vert. Donc rappelez-vous, comme il a bien dit, il était en train de vendre petit à petit au fur et à mesure, c'est en train de monter, donc prendre des bénéfices, prendre des bénéfices, prendre des bénéfices, rappelez-vous, c'est le but du jeu. Et là, il disait qu'au mois de décembre, ben, il avait vu quand même une forte régression, donc il est rentré dans le rouge uniquement avec le Bitcoin. Mais dans le reste de son portefeuille, rappelez-vous, il est global macro, donc il a d'autres types d'actifs, d'autres classes d'actifs dans le portefeuille, tout était en vert.
Donc c'est très important de le savoir. Vous voyez ici que on va dire on est crypto-centrique. Mais ce n'est pas ça. Rappelez-vous, comme je dis, le trading existait avant les cryptos. Il y a bien plus de classes d'actifs que cela. Ok, donc rappelez-vous cela. Mais cette page ici, il y a le lien. Et le lien qui présente tout ça, c'est CryptoMiso. Donc là, voilà, ils font un classement de 600 cryptos et ainsi de suite par rapport à l'historique et pas mal de choses. Donc c'est très intéressant comme métrique. Dans, on va dire un truc en plus, c'est créatif et donc ça peut vous donner des idées. Ok, continuons. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ben, UNICEF, donc vous connaissez tous l'organisation UNICEF. Ben, maintenant, ils font un appel aux startups blockchain. Donc, ils sont prêts à investir dans les startups blockchain, mais lesquelles? Pas n'importe lesquelles, celles qui viendront réellement avec des solutions, donc avec des applications décentralisées, donc avec des applications qui réellement auront une réelle utilité. Ben, UNICEF serait derrière pour les backer avec des fonds. Continuons ici, donc on voit que, voilà, encore une autre chose, rappelez-vous, il y avait le problème Bitfinex, Tether. Maintenant, on dit aussi que depuis que Facebook a arrêté, donc a interdit, donc ils ont mis un ban hein, sur tout ce qui était des publicités reliées aux cryptos sur leur plateforme, vous voyez, sur les murs des personnes, dans les newsfeeds et ainsi de suite. On dit que ça aussi, ça a rajouté une couche en plus à la baisse, donc une couche en plus d'impact négatif pour les cryptos et principalement le Bitcoin, ICOs et ainsi de suite. Et donc ça aussi serait impacté la baisse des cryptos. Donc vous voyez que voilà, donc après on peut sortir n'importe quel catalyseur une fois que les faits sont déjà là. Donc vous voyez qu'une fois que ça tombe, eh ben, vous voyez, imaginez-vous, une fois que vous êtes déjà tombé au sol, eh ben, on va encore plus vous ruer de coups. Donc là, vraiment, vraiment se déchaîner sur vous et on va mettre tous les mots du monde, on va vous les remettre sur le dos. Donc là, c'est le cas maintenant. Donc là, les cryptos se font lyncher de tous les côtés. Et là, donc là, c'est la vidéo qui va avec ça. Donc là, c'est expliqué directement à partir d'experts de Wall Street et ainsi de suite. Donc voilà, continuons. Donc là, encore un autre article en relation avec celui-là. Donc, comme vous avez vu, hein, donc le ban des cryptos, donc des pubs hein, sur le Bitcoin, ICOs et ainsi de suite. Donc là, ça va toujours avec. Et maintenant, on continue. Et là, maintenant, là, c'est un des CEO de Konji, là, donc, qui donne un peu son point de vue au sujet de ce ban-là. Donc, Konji, là, c'est un centre de publishers et d'advertisers, donc, ils font de la publicité, du marketing, tout ça au sujet des cryptos et ainsi de suite. Et donc, là, voilà, ils donnent leur point de vue par rapport à ce qui s'est passé. Donc, maintenant, on continue. Et maintenant qu'est-ce qu'il y a? Ben, ouais, ça va toucher un peu à l'économie. Et l'économie quoi? Ben, à l'emploi. C'est qu'il y a beaucoup de chômage, ainsi de suite. On dit que les taux du chômage sont en train de tomber. Mais maintenant, depuis l'avènement des cryptos, ben, qu'est-ce qu'il y a en plus? Il y a un nombre croissant. Et vous voyez que les grosses entreprises, on va dire les nouvelles startups crypto, les exchanges, ainsi de suite, sont en train comment dirais-je, euh, de signer de nouveaux employés. Donc ils sont vraiment là en train de... Ils ont besoin de renforcer leur rang. Donc il y a énormément de personnes qui retrouvent des opportunités de travail ben, dans tout ce qui est ben, service clientèle et ainsi de suite. Maintenant, c'est tout ce que vous voulez. Dans quel univers? Ben, dans l'univers des cryptos. Donc ouais, maintenant que le nombre de personnes qui est en train de, comment dirais-je, de s'intéresser à changer d'orientation professionnelle ben, a augmenté 10 fois et le tout au cours de 2017 depuis quoi ben, l'avènement des cryptos. Donc vous voyez que c'est aussi un impact économique. Continuons maintenant, mais là maintenant c'est un peu de fun, donc on a demandé un peu à des athlètes pro, vous voyez qu'aux États-Unis il y aura le Super Bowl, donc là maintenant ils ont bon, les caméras de CNBC, bon, on fait un peu le tour et demander un peu aux sportifs et super millionnaires là-bas ben, s'ils étaient en train d'investir ou pas dans le Bitcoin. Donc là, voilà, donc là vous avez la vidéo. Maintenant on continue. Et là, on va terminer ici avec quoi? Avec le tour global. Monsieur Nouriel Roubini, qui a écrit un livre, donc c'est un auteur très 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 connu, et il parle du Bitcoin, et il dit que le Bitcoin est pire que... et pire que quoi? Ben, c'est pire que la bulle des bulbes de tulipes. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a aussi? Ben, c'est un auteur et un investisseur aussi. Et là, il parle de quoi aussi? Ben, il parle du blockchain. Il dit que le blockchain n'a pas rempli ses promesses. Donc, le blockchain et le Bitcoin sont là depuis 10 ans. Donc, depuis 2008-2009. Maintenant, donc, on est en 2018, ça fait exactement 10 ans. Ben, pour lui, il dit que ben, on a rien eu. Qu'est-ce qu'on a eu à la fin? Qu'est-ce que le blockchain nous a donné? Ben, juste le Bitcoin et des smart contracts d'un autre côté qui servent à faire quoi? Ben, les CryptoKitties, donc à élever des chats virtuels. Donc voilà, donc là, il est très 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 critique là-dessus, donc encore plus dur que ce qu'on a entendu dire de Jamie Dimon, ainsi de suite. Mais vous voyez que ce monsieur a des paroles très dures, il a même écrit par rapport à ça. Mais vous voyez, ce n'est pas un personnage aussi médiatique. Ouais, de Roubini Associates ce n'est pas aussi grand que JP Morgan Chase. Donc là, comprenez bien le jeu des médias. Les médias ont besoin d'avoir des grandes figures. Ouais, toutes ces personnes aussi parlent des cryptos. Mais là, je suppose que la plupart des personnes n'en connaissent aucun.
Mais quand on dit JP Morgan, ouais, c'est une grosse banque, c'est un gros nom, ou bien Goldman Sachs, ah bah tiens, tout le monde connaît. Donc voilà, donc leurs paroles vont être reprises et mises en boucle. Donc là, c'est le cas. Et ce monsieur qui était très dur dans sa critique, ben voilà, donc là, c'est passé inaperçu. Donc je suis sûr que c'est la première fois que vous, public francophone, vous entendez parler, on va dire, de ce monsieur et de ses critiques. Donc voilà. Maintenant, on a fini le tour global. On va s'intéresser maintenant on va aller spécifiquement au niveau continental. Non, on va terminer d'abord avec monsieur John McAfee. Rappelez-vous le géant des antivirus, ainsi de suite. Et pour lui, il reste haussier. Et comme il dit ici, en 2020, le Bitcoin atteindra 1 million de dollars par Bitcoin, donc par coin, par jeton. Donc voilà, donc là, comme on dit, double down. Donc il dit, allez, il remet encore une couche. Et donc pour moi, c'est ça, c'est son prix. Ok. Donc voilà, donc là, maintenant, par rapport à ça, je reviens à ce que je disais un peu plus tôt au niveau des fondamentaux. Quelque chose de fondamental qui est une métrique que beaucoup de personnes sont en train d'utiliser et ils se basent sur ça, c'est quoi? C'est sur le scarcity. Donc scarcity, c'est quoi? C'est sur la limitation. Voilà, donc la limitation, le fait que le Bitcoin soit limité et qu'à un moment donné, une fois qu'ils seront tous minés, ils auront encore plus de valeur et on pourra stocker sa valeur de manière effective là-dedans, même si c'est dans un monde digital. Pourquoi? Vu le fait qu'il y en a très peu. Et si ces cas d'utilité sont réellement en train de monter, le fait qu'il y en ait peu et qu'il y ait une forte demande, et si vraiment il y a une utilité terrible et une demande croissante et à dire de manière exponentielle et très 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 importante au niveau global, ça va rendre chaque Bitcoin bien plus, ils auront énormément de valeur. Donc c'est dire celui qui l'a, voilà, imaginez-vous s'il n'y avait que 5 lingots d'or dans le monde. Donc imaginez-vous ce que les gens seraient prêts à payer pour avoir ces 5 lingots d'or dans le monde. Ou bien imaginez-vous là lorsqu'on fait un bijou exceptionnel ou un tableau exceptionnel, vous voyez que je sais pas moi, la Joconde ou un Rembrandt, donc vous voyez exactement ce qu'on est prêt à payer par rapport à ça. Ou je sais pas, vous voyez un article vraiment rare dans lequel tout le monde est d'accord. Donc il y a un consensus global au sujet de la valeur de du dit objet, et on se dit non, moi je veux l'avoir à tout prix, tiens, moi je veux 1 million, fais-moi une offre. Donc, ouais, donc moi je t'offre 1 million 100 000, ça va être comme une vente aux enchères vu qu'on a très peu. Donc là, c'est son point de vue. Donc ça aussi, c'est une métrique à tenir en compte lorsque vous regardez une crypto. Donc c'est une métrique en plus. Et donc là, c'est particulier au Bitcoin. Je dis bien particulier au Bitcoin. Après, Ripple, IOTA ou quoi que ce soit, eux aussi vont amener une certaine valeur, mais les métriques ici sont différentes. Donc vous voyez que vous devez avoir un tableau, on va dire, de métriques. Mais maintenant, en prenant chacune des cryptos dans ce tableau, vous voyez, il faut que ce tableau et que cette approche soit malléable afin, comment dirais-je, d'épouser réellement, comment dirais-je, si je puis dire, les formes. Donc on va dire les formes et le fond réellement. Non, c'est pas correct ça. Je dirais plutôt les spécificités et les caractéristiques de la crypto. Donc sur base du tableau, donc de l'approche fondamentale que vous allez avoir, ouais, essayez d'adapter cela à la crypto, donc d'adapter cela à l'animal. Voilà, une analogie, une métaphore, c'est quoi? Imaginez-vous si vous allez je sais pas moi, chasser un loup ou chasser, je sais pas, quels oiseaux. Vous voyez souvent les chasseurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils se camouflent, numéro un, et ils imitent les sons, comment dirais-je, ils font des cris spécifiques pour attirer cet animal. Donc les cris des femelles ou quoi que ce soit, ils l'apprennent, ils se cachent dans un buisson ou quoi que ce soit. Vous voyez, ils s'adaptent à l'environnement dans lequel le gibier qu'ils veulent chasser, dans lequel il est, voilà, où il vit, et il s'adapte à cet environnement-là et, comment dirais-je, à la nature du gibier. Donc ici, c'est pareil. Lorsque vous allez faire vos fondamentaux, regardez c'est quoi le Bitcoin, regardez ce qu'il y a. Il y a un ensemble de métriques à tenir en compte et adapter les fondamentaux au Bitcoin. Adapter les fondamentaux au IOTA, adapter les fondamentaux au Ripple. Et donc là, vous allez pouvoir voir réellement ce qu'il y a. Ok? Donc voilà. On sait que c'est assez compliqué, mais c'est ça, vu que c'est une nouvelle bête, la nature de la bête est compliquée, on doit s'adapter, c'est à nous d'être créatifs. Donc ouais, c'est pour ça que je suis en train de travailler avec ma team pour essayer vraiment enfin même pas essayer, on va réellement mettre quelque chose sur pied et on y travaille. Ok, donc j'en avais déjà parlé durant la semaine passée. Maintenant, continuons et on va au Nigeria. Là, au Nigeria, rappelez-vous, il y a énormément de problèmes et la banque centrale, le gouverneur de la banque centrale, pour lui, le Bitcoin, c'est comme un casino, c'est comme des paris et c'est dangereux. Donc voilà, donc là, vous savez, ça suit toujours la même tendance, hein, donc sa rhétorique n'a pas changé. Et d'un autre côté, ouais, ici, on parle toujours au Nigeria, c'est quoi? C'est que l'engouement pour le Bitcoin, mais maintenant, la législation, donc la loi, les politiques commencent et le gouvernement commence réellement à y faire très 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 attention, vu qu'il y a énormément de cas de fraude
énormément d'arnaques là-bas. Donc là, même les utilisateurs ont commencé à venir avec leurs propres termes de sécurité entre eux. Donc on rencontre face à face, personne, tout le monde vient avec son... Enfin, les deux parties viennent avec leur wallet, une tierce partie, donc une troisième personne qui est là pour s'assurer réellement que la transaction se passe bien et cela continue. Et ça continue à monter, donc ça prend vraiment des proportions très importantes et ça ne peut pas échapper ni aux banques centrales, ni à la banque centrale, pardon, ni au gouvernement. Maintenant, continuons. Et qu'est-ce qu'on a maintenant? Toujours un problème au niveau, vous voyez, qu'on parle des cryptos, il y a toujours le problème de l'activité minière. Et là, maintenant, bah, c'est quoi? Bah, Madame Christine Lagarde, qui est directeur général du Fonds monétaire international, bah, qui en parle aussi. Et on en a parlé à Davos. Donc, vous voyez que le côté minier aussi, ça vient. Pourquoi? Enfin, est toujours sur la table au niveau de la consommation d'énergie. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a quoi? Ici, c'est un article qui nous parle de l'activité minière illégale à travers de pubs de YouTube. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de pubs qui passent sur YouTube et il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Ben, les pubs qui circulent, il y avait déjà ça sur certaines pages internet. Les pubs qui circulent, là, ben, c'est quoi? Ben, en cliquant dessus ou quoi que ce soit, ben, vous êtes redirigé sur des pages et puis directement, ben, ça utilise la puissance et l'énergie ben, de votre ordinateur sans que vous le sachiez. Donc là aussi, YouTube a eu d'énormes problèmes par rapport à ça. Donc YouTube, c'est quoi? Ben, la compagnie parente, donc la compagnie mère, c'est Google, donc Alphabet Inc. Donc là, voilà, problème pour eux. Continuons ici. Là maintenant, on continue avec le CFTC et la SEC. Donc rappelez-vous, les autorités, quoi, il y a un gros problème. Toujours à quel niveau? Donc là aussi, on est rentré aux États-Unis. Donc on a abandonné l'Afrique. Il n'y avait que le Nigeria à voir. Maintenant, c'est aux États-Unis. Et maintenant, bah, c'est quoi? Bah, la CEC, donc l'autorité des marchés financiers là-bas aux États-Unis, et la CFTC, donc le Chicago Futures Trading Commission, ont des problèmes au niveau de quoi? Bah, de l'industrie des cryptos. Donc ça pose un gros problème aux régulateurs. Continuons encore ici. Qu'est-ce qu'il y a? Encore un autre article. On reste avec la SEC, on reste aux États-Unis. Rappelez-vous, il y avait un problème au niveau des cryptos et maintenant il y a aussi un problème toujours au niveau des ICO. Donc là, ça reste toujours problématique. Moi, comme vous voyez ici, c'est un chemin parsemé d'embûches. Pourquoi? C'est au niveau de la régulation, mais comme ils disent, ils vont arriver à trouver un terrain d'entente et permettre aux investisseurs aux investisseurs et surtout aux particuliers de pouvoir opérer dessus. Pourquoi? Vu l'engouement, ils auraient des gros problèmes s'ils feraient comme en Chine ou quoi que ce soit, c'est-à-dire les bannir complètement. Donc ici, ils sont en train de trouver un terrain d'entente, un juste milieu, on va dire ça comme ça. Et maintenant ici, vu qu'on a parlé des ICO aux États-Unis, là ici il y a une vidéo dans laquelle vous allez pouvoir voir un lancement de ICO en direct durant 24 heures d'une petite startup. Et ils ont fait leur ICO depuis chez eux. Donc là ici on commence par voir Wall Street. Pourquoi? Parce que les ICO ont remplacé les IPO. Donc ça c'est quoi? Ben, c'est la manière alternative qu'ont les nouvelles startups, donc les nouvelles petits business et nouvelles compagnies ben, de lever des fonds. Donc là vous voyez depuis un appartement ici à New York, ben, vous voyez ici exactement ben, cette startup qui est en train de lever des fonds via leur ICO. Donc vous voyez toute l'équipe qui est en train de bosser. Et donc là, ils se sont filmés durant 24 heures. Mais bien sûr, ici, la vidéo ben, passe bien plus rapidement pour voir exactement comment ils sont en train de le faire. Et comme vous avez vu, ben, leur token, c'est du ERC20, donc à travers le blockchain d'Ethereum. Ok, donc là, voilà exactement comment cela a été fait. Donc là, voilà, c'est quelque chose d'intéressant à voir. Et voilà. Maintenant, continuons. Qu'est-ce que l'on a? Donc là, on est toujours aux États-Unis. Et ici, il y a quoi? Ben, toujours des problèmes de régulation. Et maintenant, c'est quoi? Régulation au niveau du trading. Rappelez-vous, avec les exchanges, on pouvait demander, enfin ouvrir des comptes un peu partout dans le monde. Et maintenant, ben, il y a un problème de régulation. Pourquoi? Ben, dû à l'activité qui se passait en Corée du Sud. Rappelez-vous des problèmes avec les banques, les institutions, les traders et ainsi de suite. Et maintenant, ben, les États-Unis demandent quoi? Ben, demandent des données de trading des ressortissants nord-américains aux exchanges là-bas en Corée du Sud, donc Séoul et ainsi de suite. Donc là, vous voyez que là, ça devient même, ça va toucher même à des choses politiques et économiques là entre deux pays. Donc voilà, exactement, bah, ça commence. Donc vous voyez que là, les problèmes en Corée du Sud ne sont pas finis. Donc, continue. Enfin, quand je dis problème, vous voyez qu'il y avait un problème de régulation des cryptos. On y reviendra lorsqu'on va regarder directement l'Asie. Mais vous voyez que ce n'est pas fini vu que maintenant, ben, les États-Unis savent bien qu'il y a des clients qui peuvent ouvrir des comptes ailleurs qu'aux États-Unis, donc ailleurs que Coinbase, etc. et GDAX. Et donc maintenant, ben, voilà, ils aimeraient avoir les données. Maintenant, ça touche encore quoi? Au sénateur, donc on reste au Sénat nord-américain, enfin un ancien du Sénat, un ancien sénateur ici nord-américain, ben, là, comme il dit, ben, le Bitcoin peut réellement ben, changer tout le monde et mettre obsolète bah quoi, bah les banques centrales et ainsi de suite. Donc il dit que c'est quelque chose qu'il faut regarder très sérieusement. Donc vous voyez que là les avis dans les plus hautes sphères du gouvernement nord-américain, bah, ils y prêtent fortement attention.
Maintenant, on va, ça c'est Hawaï, hein, si je ne me trompe pas, oui, c'est Hawaï. Toujours le thème de régulation. Bah, là-bas, oui, Hawaï n'était pas très crypto-friendly. Et là, maintenant, bah, ouais, ça commence, hein. Donc là, ils sont en train de faire quoi? Il y a eu un acte qui a été lancé. Et comme vous voyez ici, c'est le New Money Transmitters Act. Et donc là, maintenant, c'est quoi? On va demander pour que toutes ces cryptos aient une licence. Donc, licence, donc c'est quoi? Ben, bien plus de régulation, tout simplement. Voilà ce que ça veut dire. OK? On voit que chaque État aux États-Unis, ben, il va de sa propre loi, donc le côté régulation est toujours là. Maintenant, ici, on va où? On va à la NSA. Et ici, à la NSA, il y a quelque chose. Il y a eu récemment un document qui a été émis, donc leaké. Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un a fait une capture d'écran du document que vous voyez ici à l'écran. Et on dit que quoi? Ben, dans ce document, on montre réellement que la CIA, le FBI, la NSA étaient déjà derrière des projets de crypto et ainsi de suite et pas mal de choses. Rappelez-vous, oui, pour ceux qui suivent le canal depuis longtemps, donc ça fait je crois 6 mois, donc durant les grandes vacances, j'avais déjà parlé d'un white paper qui avait été mis par la NSA et ainsi de suite et qui montrait réellement que les projets des cryptos, du blockchain et des wallets et du peer-to-peer, c'était quelque chose qui s'est en train de regarder de très près depuis la fin des années 80 et tout au long des années 90. Et donc là, ce qu'il y a, on va, dans le prochain Global Crypto Research, on va revenir avec ces documents et là je vais les retraduire et on va les interpréter. Donc comme je l'ai dit, le prochain Global Crypto Research, je ne sais pas combien d'heures il va faire, mais ça va être quelque chose de très 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 grand. Pourquoi? Parce qu'on va vraiment repasser en... Maintenant qu'on a vu cette première phase hein, d'euphorie passer, beaucoup de gens sont sur le sol. Maintenant, il n'y a que les véritables projets qui vont recommencer à remonter. Et là, je vais vous dire pourquoi. Donc rappelez-vous, tenez cela en tête. Et cette vidéo où je parle de ce document de la NSA et je le montre, il y a le lien de ce document, il est dans les archives des crypto-rapports. Donc recherchez les crypto-rapports aux alentours de l'été 2017, regardez juste dans la description de vidéo et vous verrez exactement ben, cet article. Ok? Donc là, moi aussi je vais le regarder et ben, je repasserai le lien. Et sachez déjà que voilà, tous ceux qui ont tous ceux qui sont en consulting et ainsi de suite et qui ont les Global Crypto Research, on va analyser le tout dans le prochain Global Crypto Research. Et maintenant, pourquoi est-ce que je dis ça? Qu'on va mettre un focus spécial, on va se concentrer spécialement sur les white papers pour voir la véracité, l'utilité et la ténacité réellement des projets qui sont là, parce que c'est vraiment ça qui va leur permettre de renaître de leur cendre, hein, comme un phénix. Hein. Donc ça va vraiment être ça. Donc ouais, maintenant, bah, tout est tombé, tout est en feu. Maintenant, il n'y a que les véritables projets, les projets solides qui vont réellement remonter et il y en a pas mal. Hein. Donc ça, il y a 2-3 projets desquels on m'a parlé que je ne connaissais pas, que mes partenaires et analystes ici au GCTream m'ont montré, on m'en a parlé durant cette semaine. Ça fait 2 semaines qu'ils étaient dessus. Ils m'ont fait un rapport très solide dessus et il y a des projets qui sont terribles, hein, qui sont vraiment super super bons, qui sont déjà lancés mais qui sont très peu connus. Et donc là, bon, on y reviendra. Maintenant, on va dans les Amériques, donc en Amérique latine. Et on va au Venezuela et rappelez-vous qu'il y avait quoi? Qu'il y avait le pétrole. Et donc là maintenant, ouais, que le Venezuela, le président Nicolas Maduro a déjà signé le white paper du pétrole. Il n'y a que 22 pages et donc là ce sont 3 articles ici comme vous voyez là qui sont en train de parler de cela. Et il y avait des personnes qui étaient pour, donc il y a toujours des optimistes, il y a des pessimistes, ainsi de suite. Mais le projet il est là et ici j'ai le white paper en question, je l'ai téléchargé, il est ici, il y a 22 pages et donc ce white paper là, je vais faire quoi? Je vais le traduire en français et on va l'interpréter. Et dans le prochain Global Crypto Research du mois de mars, donc le rapport trimestriel, on va s'attarder dessus, on va regarder ça. Pourquoi? Parce que c'est très important ce qu'ils sont en train de faire dedans. Et ça peut être quoi? Ça peut être, comment dirais-je, beaucoup de projets crypto devraient calquer cela. Parce que ça, c'est quelque chose de véritable. Vous voyez que lorsqu'on regarde les autres cryptos, ben, c'est basé, ben, apparemment, ce sont des projets, c'est quoi que ceci, c'est quoi que ça, on ne sait pas ce qu'il y a. Mais ici, le projet Petro, beaucoup de gens étaient pessimistes et moi, j'en ai lu que quelques lignes et quelques avis ici, mais c'est quelque chose de très, 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 très solide, de très sérieux. Pourquoi? Parce que c'est backé par quelque chose. Vous voyez que la monnaie fiat qu'on a, elle est backée par le gouvernement qui nous l'impose, qui dit, voilà, le gouvernement dit, vous devez avoir confiance en nous, donc monnaie fiat de fiduciaire, donc je veux dire quoi? Fiat, ça veut dire foi, donc ouais, ayez foi en cette monnaie, dans ces notes de banque que nous on émet, vu que nous on est là derrière nous ben, pour le backer. Ainsi de comme beaucoup de personnes disent, ben, qu'est-ce qui back le dollar américain? Ben, c'est l'armée américaine. Ça c'est ce qui est très répandu et ça c'est un dicton très connu à Wall Street. Et maintenant ici, ben, le pétrole a quelque chose de solide. Rappelez-vous, vous voulez que ce soit backé principalement par le pétrole. Donc c'est-à-dire qu'un pétrole aurait la même valeur qu'un baril de pétrole au niveau du prix. Donc le prix du cru maintenant, on est à 64 et des poussières.
Et donc voilà, donc là ça va fluctuer en fonction de cela, mais ils sont venus avec tout un plan réellement sérieux. Et donc ça fait quelque chose de très intéressant à regarder et on verra, il y a déjà de plus en plus de projets qui sont en train de se faire. Et comment dirais-je, où la crypto est réellement backée via quelque chose. Donc la crypto serait comme un avatar. Donc dans ce cas-ci, vous voyez que le pétrole, l'or noir, c'est une devise. Donc on est dans depuis Nixon, hein, donc depuis 71 qu'on a abandonné le patron or, on est dans le pétrodollar maintenant. Maintenant, ce serait l'or du pétro-crypto. Donc là, c'est ça. Donc là aussi, ce pétrole peut servir comme monnaie d'échange qu'un baril d'or. Voilà, je peux échanger mon baril d'or contre autre chose. Rappelez-vous, la Chine et la Russie, ils ont des accords commerciaux principalement là-dessus. Et donc le pétrole, va un point plus loin et des pays comme le Qatar, des pays comme la Russie et ainsi de suite sont en train de voir cela d'un bon oeil, même le Nigeria, encore pas mal d'autres pays sont en train de voir cela. La Chine est déjà en train de travailler là-dessus avec le Hackchain, que j'ai déjà commenté beaucoup de fois ici, sur la digitalisation de véritables actifs, hein, donc des assets, donc des immeubles, des pommes, des poires. La Chine a commencé avec du thé et réellement pour avoir ce genre de projet. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant, donc on va étudier ces 22 pages, on va avoir la traduction, les graphiques, ainsi de suite, et ça va être inclus dans le prochain Global Crypto Research. Donc là c'est un Global Crypto Research très 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 complet, très 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 costaud. Ok, donc voilà. Donc ça, c'était pour les Amériques. On avait uniquement, ouais, bien principalement là-bas, c'est toujours le pétrole et le Venezuela qui fait beaucoup parler de lui. Et maintenant, on continue. Maintenant, on va terminer avec l'Asie au niveau de notre tour global. Enfin, non, l'Asie et après on a l'Europe. Et qu'est-ce qui se passe? Japon. Rappelez-vous au Japon ce qui s'est passé avec l'exchange, le hack des NEM pour des centaines de millions de dollars. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Hum, Maintenant, on dit que quoi? On dit que c'est l'exchange qui est à blâmer et non les cryptos. Pour on dit que les cryptos n'ont pas de problème, NEM n'avait pas de problème, c'était les niveaux de sécurité de l'exchange et le problème viendra de l'exchange et non des cryptos, vous voyez, pour tous les cryptos pessimistes. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Par rapport à ce qui s'est passé, on a quoi? Là, j'avais déjà donné cette news hein, où il y avait un grand magasin, une grande chaîne de magasins multimédia du type MediaMarkt, ainsi de suite, mais l'équivalent là-bas au Japon, qui va maintenant commencer à accepter les paiements en Bitcoin. Et bon, cet article-là, c'est intercalé. Pourquoi? Ouais, là, c'est encore la même chose. Hein. Donc, c'est toujours le même grand magasin qui va accepter les paiements en Bitcoin. Mais bon, voilà, c'est ici. Je voulais revenir à CoinCheck par rapport à ce qu'on a vu au début. Donc, comme je dis, c'était l'exchange qui est à blâmer et non les cryptos, vu que l'exchange a eu lieu, enfin, le hack a eu lieu à l'exchange. Et maintenant, qu'est-ce qui va se faire, qu'est-ce qui va se passer à cause de ce hack? Maintenant, il y aura bien plus d'inspections. Donc les autorités des marchés financiers au Japon et bien sûr quelques départements du gouvernement vont aller inspecter les mesures de sécurité prises par les exchanges. Donc là, voilà, ça ouvre la porte à bien plus d'inspections. Maintenant, ici, il y a la vidéo hein, qui reprend cela. Donc, voyez ici où on parle de ce hack de près de 530 millions de dollars en crypto, donc en M. Et là, ça en fait le plus grand hack de l'histoire, donc le plus grand vol de l'histoire. OK. Maintenant, comme on le voyait ici, les hackers derrière le hack de 530 millions de NEM à CoinCheck, ont commencé à bouger des fonds apparemment. Donc là, vous voyez ici, il y a un screenshot, on voit quelques ordres, enfin quelques transferts hein, passer comment dirais-je, d'un wallet à un autre et là on est en train de les suivre et d'après ce que j'étais en train de voir ici, ils expliquent dans l'article, on explique comment ils essayent de passer d'une crypto à une autre et on dit que voilà, là vu qu'on est en train de les suivre à la trace, on pense bientôt pouvoir les attraper d'après ce qu'ils sont en train de dire et récupérer une partie des fonds. Donc bien sûr vous avez vu aussi qu'il y a les fonds, donc le exchange a dit qu'ils allaient dédommager les clients qui avaient subi le hack, donc le vol. Et ici d'un autre côté, les autorités pensent attraper les voleurs et s'ils ne les attrapent pas, ils disent que les voleurs pourraient partir avec X montant, donc X pourcentage, au moins minimum 30% pourraient échapper à leur contrôle et on va dire que les hackers pourraient s'enfuir avec une belle bagatelle. Et le but c'est quoi? C'est de repasser tout ce qu'ils ont volé en Monero, Zcash, si je me souviens bien, et en Bitcoin principalement. Donc là, c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire à travers cela. Donc, ouais, donc là aussi, ça soulève une grosse question. Je dis, si vous êtes capable de pouvoir reçu ça, qu'on nous montre un screenshot, tout simplement pouvoir attraper les personnes, ça ne devrait être pas si compliqué que ça. Mais apparemment, oui, ça l'est, mais vu que les personnes sont toujours en liberté. Bon, voilà, on verra exactement c'est quoi. Donc là, moi, j'ai des questions quand même, je me pose toujours par rapport à ça. Je dis, tiens, si tu arrives à faire ça, comment tu n'arrives pas à les retrouver avec toute la technologie que l'on a. Mais bon, voilà, on verra. Ça, c'est juste moi.
Maintenant, on termine, on va regarder les derniers pays où il se passe encore quelque chose. Taïwan, ouais, hein, Taïwan, cette petite île qui se veut être un endroit très 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 Bitcoin friendly. Et là, il y a un petit reportage qui vous montre exactement qu'est-ce qui se passe à Taïwan. Et donc là, ouais, qu'il y a des personnes intéressantes à Taïwan, ouais, MyCoin CEO, et encore quoi, des législateurs là-bas à Taïwan qui sont en train de parler des bienfaits du Bitcoin, des ICO, et que Taïwan deviendrait un trading hub, donc comme le Japon. Ok, donc ça, c'est pour Taïwan. Maintenant, on va dans une autre île chinoise et on va à Hong Kong. Hong Kong, oui, il se passe beaucoup de choses là-bas. Et ici, on va quoi à BTCC, et comme vous voyez ici, qui est l'exchange le plus ancien et le plus grand de Chine qui était avant le grand problème qu'il y a eu. Et maintenant, c'est quoi? Cet exchange-là va être racheté par un fonds de Hong Kong. Et rappelez-vous que cet exchange est propriété du frère de Charlie Lee, donc Monsieur Tom Lee. Je pense que c'est Tom Lee, lui, hein, le frère, qui est le frère, non, Bobby Lee, pardon, Bobby Lee, Tom Lee, c'est un autre de Wall Street. Bobby Lee est le frère de Charlie Lee, et Charlie Lee, c'est le fondateur du Litecoin. Donc ça, cet exchange appartient à son frère. Ok, donc voilà, donc maintenant ils vont être rachetés par un fonds d'investissement basé à Hong Kong. Maintenant, on continue et là toujours quoi maintenant quelque chose de très intéressant ici à Hong Kong, justement en restant à Hong Kong, le gouvernement et l'autorité des marchés financiers ont mis sur place un programme de sensibilisation et d'éducation financière, principalement de crypto-éducation pour le grand public. Donc pour monsieur et madame tout le monde. Pourquoi? Pour les prévenir de ce que c'est que, on va dire, principalement le trading avec les cryptos, qu'est-ce que sont les ICO, des risques qu'ils encourent, comment utiliser leur capital, le pourcentage, le risque management, ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est une belle initiative de la part du gouvernement. Donc voilà, vu qu'on ne peut pas empêcher les personnes de faire ce qu'elles veulent avec leur argent, mais au moins qu'il y ait moins de plaintes. Donc là, ils ont pris cette initiative. Donc ça, c'est très intéressant. Maintenant, on va aux Philippines. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a aux Philippines? L'autorité des marchés philippins, là-bas, ils viennent avec une régulation pour les ICOs et aussi pour les cryptos. Donc là, ils sont en train d'y travailler, mais c'est confirmé. Donc très prochainement, ça arrivera. Continuons maintenant et on va en Corée du Sud, là où il s'est passé énormément de choses. Donc en Corée du Sud ici, qu'est-ce que l'on a? Vous voyez qu'il y avait un problème. Est-ce qu'on allait bannir les exchanges, est-ce qu'on allait bannir les cryptos, le trading avec les cryptos et ainsi de suite. Et le ministre des Finances est sorti de son silence pour dire que non, il n'y aura pas, il ne va pas avoir tout cela, donc ça va rester normal, sauf qu'il y aura bien plus de régulation et bien plus de sécurité. Ok, donc voilà, donc maintenant c'était les KYC, donc Know Your Customer, Anti-Money Laundering, donc anti-blanchiment d'argent, connaître son client avec les comptes bancaires, ainsi de suite, doivent avoir le même nom à l'exchange, même nom du compte bancaire et permettre ce genre de transfert. Et rappelez-vous, les États-Unis aussi qui sont là pour demander les données à ces exchanges de tous citoyens américains qui auraient ouvert un compte là-bas, donc voilà. Et maintenant ici, on reste en Corée du Sud. Et qu'est-ce que l'on a? D'après des recherches là-bas du gouvernement et bien sûr du département anticriminalité, ainsi de suite, on aurait découvert qu'il y a près de 600 millions de dollars qui provenaient des cryptos, mais qui étaient de l'argent du crime. Donc là et c'est toujours dans l'air. Donc vous voyez qu'il y a toujours beaucoup de choses, donc beaucoup de blanchiment d'argent. Vous voyez que ce sont ce genre de données qui vont faire en sorte que la régulation et la sécurité et les lois vont durcir de plus en plus. On va le permettre, mais avec 2018, en gros, retenez ceci. 2018 va être l'année de la régulation. Point très à la ligne. OK? Donc voilà. Donc maintenant, ici, la Cour suprême, ici, en Corée du Sud, a décidé que le Bitcoin avait quoi? A une valeur. Donc une valeur intrinsèque. Donc maintenant, ça va être, si quelque chose a une valeur, dès lors, lorsqu'il y a des transactions, il y aura quoi? Des taxes qui vont suivre. Donc voilà. Ils ont décidé de donner un statut. Donc le statut du Bitcoin a été réexaminé et maintenant le Bitcoin aura une valeur. Donc ça va être pris comme un actif. Maintenant, on verra exactement c'est quoi. Donc, vous voyez, comme on dit ici, dès qu'il se passe quelque chose, ici, il y a eu un cas de confiscation de Bitcoin. Vu que c'est comme ça, imaginez-vous, vous n'avez pas payé quelque chose, les huissiers viennent, on vous confisque vos biens et ce que vous avez en wallet aussi, vu que maintenant, c'est un statut. Ok, donc voilà. Maintenant, on laisse la Corée du Sud, on va terminer ici avec la Chine. Et qu'est-ce qui se passe en Chine? On a des news ici. Et voilà, là, une compagnie très connue en Chine, donc Cheetah Mobile. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire aussi? Ils vont lancer leur propre crypto wallet. Rappelez-vous, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de l'utiliser. Donc, rappelez-vous, il y a une manière d'avoir je dirais ça, des clients gratos. Pourquoi? Ils sont déjà en train d'utiliser ce que vous avez. Ils ont déjà confiance en vous. Ça se passe bien. Tous les jours, c'est vous qui leur donnez accès à à Internet et ainsi de suite. Donc, vous leur proportionnez un service. Et maintenant, si vous n'avez qu'un service en plus, vu l'engouement des cryptos, boum, c'est, comme on dit, c'est game. Donc, c'est bingo. Et donc là, maintenant, faites un parallèle avec ça. Regardez Facebook, qui ont dépassé les 2 milliards. Regardez des compagnies comme Netflix. Regardez
Apple, regardez Alphabet Inc., donc Google. Et alors imaginez-vous maintenant si toutes ces compagnies viendraient avec leur propre coin et leur propre wallet. Donc vous voyez, bah, c'est ça. Ok, donc là, je laisse un truc pour que vous y pensiez et voyez que ce dont on est en train de parler ici et les choses lesquelles que je discute souvent avec les clients ou dans les Global Culture Research ou que sais-je, donc vous voyez que ça, c'est très plausible et c'est en train d'arriver bien plus rapidement qu'on ne le pense. Maintenant, on quitte l'Asie et on va en Europe. Et qu'est-ce qui se passe en Europe? On voit ici une start-up d'Autriche, pardon, qui vient de faire la première transaction avec le quoi? Avec le Lightning Network. Si je ne me trompe pas, c'était ça, hein. Ouais, c'était en utilisant le Lightning Network à travers un Bitcoin ATM. Et c'est quoi le Lightning Network, pardon, c'est réellement des transactions offline. Là, lorsqu'on fait une transaction normale, donc pour expliquer rapidement, c'est une transaction online, mais on utilise le LN, eh ben, c'est offline, tout simplement. C'est ça, donc en ligne et hors ligne. Ok, donc voilà. Maintenant, on va en Angleterre. En Angleterre, il s'est passé un fait pas très joyeux. Ben, c'est quoi? Ben, un trader britannique a été agressé et on lui a volé, donc on lui a pointé un revolver ben, sur la tempe et on a forcé à faire un transfert de son wallet vers le wallet des, comment dirais-je, des criminels. Donc voilà, donc là, c'est ce qui se passe encore. Et c'est ça, donc c'est la première fois, donc comme on dit, c'est le premier vol à main armée de crypto qu'il y a eu. Donc voilà exactement ce qui se passe. Donc là, voilà, il a perdu pas mal de choses. Et comme dit, ouais, c'était un monsieur qui s'appelait Aston, qui a 30 ans. Et on va dire qu'il avait quoi? C'est un trader, il a fait plus de 100 000 trades. Goldiat et ING, ouais, voilà. Sont à la tête de Ashton Digital Currencies et cette compagnie, ben, voilà, on savait que c'était eux, donc on savait qu'ils avaient de l'argent en crypto, ainsi de suite. Et donc là, ben, là l'incident a été produit, enfin c'est produit, et donc voilà, ces chers messieurs, je pense qu'ils ont tout perdu maintenant. Donc gros problème, donc voilà, faites attention aussi à cela. Maintenant, on continue. Et ici, on va où? Ben là, ouais, que là, c'est des hauts dignitaires hein, lituaniens. Donc, ils sont en train de parler de quoi? Ben voilà, que la Lituanie se veut être la nouvelle maison de la FinTech. Et donc là, ils sont en train de parler ouais, ça c'est le ministre hein, des Finances, en train de parler des cryptos et de tout ce qui est en train de se passer là-bas. Et bien sûr, pour eux, ben, c'est quoi? Ben, une possible régulation. Et ils sont crypto-friendly. Donc, ouais, là, c'est ce qui se passe ici en Europe. Maintenant, on continue et on va en Russie. La Russie, on va s'attarder un peu plus dessus parce que la Russie, c'est très intéressant ce qui se passe là-bas. Vous voyez ici au niveau de la régulation. Donc là, ici, vous avez la ministre des Finances ici hein, qui dit quoi? Ben, non, pardon, ça c'est la gouverneur de la Banque centrale russe qui dit quoi? Ben, qui dit oui, on va permettre l'activité minière des cryptos ici, mais la vente de ces cryptos doit être faite overseas, donc c'est-à-dire à l'étranger. Numéro un. Numéro 2, rappelez-vous Sberbank. Ça fait un bout de temps qu'on est en train de suivre cette banque. Rappelez-vous, c'est la banque qui avait acheté toutes les cartes graphiques disponibles. Ils ont fait une razzia, ils ont tout racheté. Et lorsqu'on a demandé pourquoi, ils avaient dit oh non, c'est juste pour faire des tests. C'était pour leur laboratoire de recherche, ils disaient. Maintenant, il y a quelques semaines, la semaine passée, encore, je vous ai parlé que cette banque a dit quoi? Le CEO lui-même est venu dire que oui, les cryptos c'est bien, maintenant on va miner. Ils allaient miner eux-mêmes et commencer à faire des transactions. Et là, maintenant, bah, là, ils le confirment encore plus. Bah, la Sberbank, avec les régulations que leur a donné la Russie, ils vont miner et ils vont vendre les cryptos en dehors de la Russie. Et principalement quoi? Ils vont passer par leur branche suisse. Donc, ils ont une branche de cette banque qui est à Zurich et ils vont l'utiliser pour cela. Donc, ils vont miner les cryptos et pouvoir les vendre directement à l'étranger. Donc, rappelez-vous, ils ont acheté des choses, ils ont été très peu transparents. Et maintenant, ils vont continuer à miner. Et là, ça rejoint un autre, enfin, une discussion et conseil et génération d'idées que j'avais avec pas mal de clients. Et lorsque j'étais en train de parler de ça, je disais, ben, les banques ne vont pas disparaître. Que cette folie qu'on nous a fait croire, je dis bien, et je mesure bien mes mots, je les pèse bien quand je dis folie, la folie qu'on nous a fait croire que oui, que les cryptos, le blockchain, c'est décentralisé, qu'on allait éliminer la tierce partie, que les banques et tout ça allait être obsolète, ben, faux. On l'a tous eu dans le bon voilà, je dirais pas le mot, mais voilà, on s'est bien fait avoir là-dessus, et moi y compris. Pourquoi? Parce que les banques, c'est elles qui sont derrière la plupart des activités minières, et si maintenant les banques elles-mêmes ont la capacité, la force et le capital nécessaire pour acheter eux-mêmes les activités minières, les minières, rappelez-vous, principalement, ils sont là pour valider les opérations. Donc si nous, tous, on utilise le blockchain, mais que les banques comme Sberbank ici sont en train de valider les opérations, ils ne sont pas obsolètes, ils sont toujours là. Vu qu'on a besoin de cette puissance de calcul, et c'est ça, hein, donc tous les points de nœud, donc tous les nodes, et ainsi de suite, pour maintenir le blockchain. Et si ce sont les banques qui sont derrière, eh ben, ils n'iront nulle part, ils resteront là. Donc ici, c'est juste 1 plus 1 égale 2.
Là, c'est une logique toute simple et on le voit. Ils ont l'argent, ils achètent les cartes graphiques et ils sont là, ils se mettent à miner les opérations. Les mineurs sont là pour valider les opérations et pour miner les nouvelles coins. Donc, une fois qu'ils valident les opérations, voilà, je ne vais pas revenir sur le process. Vous savez ce qui se passe au niveau des algorithmes, ainsi de suite. Et pourquoi, le comment, bah, ceux qui arrivent à valider, créer le nouveau bloc, la récompense est une crypto. Bah, boum, ça va venir dans les mains des banques. Et ensuite, bah, les banques vont être là. Donc, vous voyez qu'ils n'ont jamais été nulle part. Ils ne seront pas ils ne seront pas obsolètes et dans le monde de demain, ils seront toujours là. Et ils auront la puissance, rappelez-vous, comme je l'ai dit, et là je discute beaucoup dans le Global Crypto Research, ils contrôlent l'infrastructure. Rappelez-vous, ceux qui avaient ce rapport, vous savez bien que je parle bien, j'ai fait un long dessin, un long graphique sur l'infrastructure et c'est la chose la plus importante. C'est l'infrastructure et vous voyez qu'ils le disent toujours dans toutes les vidéos que je vous montre, ils disent toujours, pour nous c'est le blockchain qui est intéressant, c'est le blockchain qui est intéressant, c'est le blockchain qui est intéressant. Et donc là voilà, blockchain, miner et valider les transactions. Et là, on le voit déjà avec une grande banque, la plus grosse banque russe qui le fait déjà. Ok. Donc ça, c'est la Sberbank. Et comme si c'est une institution, elle peut le faire hors de sa juridiction, donc c'est-à-dire miner en Russie, profiter des taxes, peu de taxes, de l'énergie, et ainsi de suite, et après revendre les coins sur les marchés ailleurs et passer par la Suisse. Donc voilà. Et là, ici, on a un des candidats à la présidentielle russe qui parle de quoi? De proposer une loi et une régulation sur les cryptos. Il dit que celle qui était en vigueur maintenant, elle est trop, enfin, celle qui va être bientôt à arriver est trop stricte. Donc voilà, il faut l'alléger un peu plus. Donc lui, il est pro-crypto, parce qu'il sait bien que c'est une mine d'or pour le pays au niveau économique. Et maintenant, on va en Suisse. Comme vous avez vu, Sberbank, Zurich, Suisse. La Suisse, le pays des banquiers. Qu'est-ce qu'ils disent? Pour eux, ils embrassent fortement les cryptos et les ICO. Et on en parle de ICO Heaven, c'est-à-dire c'est un port où il y a énormément d'activités qui vont se passer là-bas. Donc la Suisse est un pays Bitcoin ICOs friendly. Rappelez-vous, il y a beaucoup de fondations qui sont derrière les cryptos qui sont basées en Suisse. Donc voilà, principalement celle d'Ethereum est basée là-bas. Ok. Et maintenant, on va terminer encore avec une autre note. C'est quoi? Maintenant, on va aller au niveau des banquiers. Et dans les banquiers, on va regarder quoi? Les compagnies financières et ici principalement les compagnies d'assurance. Rappelez-vous aussi, ne vont pas être obsolètes vu qu'il y a un gros problème. C'est quoi? Vais-je garder mes cryptos dans mon wallet, dans un hot wallet, c'est-à-dire un wallet online, ou dans un cold wallet ou wallet offline? Mais dans tous les cas, il y a toujours un problème de hack. Si je viens à un exchange ou quoi que ce soit, alors maintenant, les compagnies d'assurance vont faire quoi? Elles vont commencer à donner de l'assurance pour tout ce que vous avez pour vos cryptos. Donc, lorsque vous êtes en, comment dirais-je, en exchange ou en wallet ou que sais-je, donc voilà, leur truc à eux, c'est quoi? Donner quoi? De la protection par rapport à ça. Donc, il y aura un nouveau service d'assurance. Donc, ils vont continuer à exister. Si tout le monde les utilise, il faut quelqu'un qui soit là pour maintenir la sécurité et la sauvegarde de nos cryptos. Et voilà, là c'est le nouveau truc des compagnies d'assurance, assurez vos cryptos. Donc voilà, maintenant on va regarder pas mal de vidéos de Wall Street, qu'est-ce que tout le monde est en train d'en penser. Donc voyez ici, il y a eu, rappelez-vous, on a eu cette baisse du marché qu'on a vu dans le marché boursier classique, donc Dow Jones, ainsi de suite. Et maintenant, on dit, est-ce que c'est la baisse du Bitcoin qui a causé cette baisse, et qui a causé la baisse dans, on va dire, les marchés de bourse classiques? Et là, maintenant, il y a un truc qui est très, très, très intéressant. Pourquoi? Parce que j'étais en train de regarder un rapport d'un professeur. Voilà, c'est ce professeur que vous avez ici. Et il dit que il y a un patron de similitude entre le Bitcoin et la bourse classique. Et il dit que la chute que l'on a vue dans le Bitcoin, donc lorsque le Bitcoin a été les 20 000 et qu'il est tombé de près de plus de 50% comme on l'a vu, maintenant, il dit que c'est un patron que suit la bourse classique, donc ici le Dow Jones, mais avec 8 semaines de décalage. Pourquoi? La bourse classique ferme les week-ends, donc samedi et dimanche, il n'y a pas d'horaire de trading, et ça traite les sessions sont de 9h30 à 15h30. Mais maintenant, les cryptos, c'est 24 sur 24, 7 sur 7. Donc, lorsqu'on accumule toutes ces heures en plus de trading des cryptos, ça nous donne plus ou moins 2 mois, donc 8 semaines, entre 6 et 8 semaines exactement. Donc, on dit que là, ce qu'on a vu dans les cryptos, c'est ce qu'on va voir. On va voir le même sell-off, la même correction dans la bourse classique. Et donc, là, c'est très intéressant, mais là-dessus, je vous le garde pour demain lorsqu'on va s'attarder sur le trading. Donc là, très intéressant. Et c'est ce monsieur ici qui en parlait. OK? Donc voilà, donc là vous avez le lien de cette vidéo, vous allez la voir dans la description de vidéo ici en bas dans YouTube, donc ne vous inquiétez pas, tout ça va être là. Maintenant, continuons ici, et qu'est-ce que l'on a? Voilà, justement, là je me suis anticipé, là je vais trop vite. Donc là aussi je rappelle, si je vais trop vite ici quand je parle, vous ralentissez la vélocité de la vidéo ici, donc vous voyez ici, là il le dit, donc là c'est très intéressant, vous voyez je l'ai déjà introduit, donc là continuons.
Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Là, maintenant, ici, c'est quoi? The Remaking of Global Finance. Donc là, comme vous voyez, c'est tout ce qui est eu à Davos, dans le World Economic Forum. Et moi, je me suis tapé toutes ces vidéos. Donc, je me suis tapé des heures. Je crois qu'il me manque encore 8 heures de vidéos. Je vais les terminer aujourd'hui, ce samedi. Donc, je regarde toutes les vidéos en donc, 2 fois plus rapide. Donc, les 8 heures du vidéo, je les vois en 3 ou 4 heures. Vu que je regarde ça à max speed. C'est pour ça que je suis aussi speedé que ça. Donc, ouais, que je finis par parler réellement à la vitesse speed à laquelle moi, je regarde les vidéos. Donc, voilà, ça m'a affecté. Mais maintenant, la chose étant la suivante. Ici, vous avez un panel avec, il y a énormément de personnes très, très, très importantes et très influentes au niveau du monde. Quand je dis ça au monde financier, ne pensez pas que les cryptos n'ont rien à voir avec l'économie et les marchés financiers classiques et normaux. Et demain, bah, je vous montrerai pourquoi. Parce que déjà, numéro un, il y a Madame Christine Lagarde, donc le Fonds monétaire international, qui ont leur propre monnaie. Vous avez Steve Mnuchin, ici, que vous voyez là. Donc ça, c'est le ministre des Finances nord-américain, ancien Goldman Sachs. Il faut le rappeler, ancien trader, il sait très bien de quoi il parle. Donc lui, il représente le dollar et encore pas mal d'autres personnes. Rappelez-vous, je vous dis toujours que les cryptos ont, comment dirais-je, ont un aspect global macroéconomique et là principalement ils sont là pour le discuter. Bien sûr dans tout le débat ils voulaient parler des cryptos mais le encore donc dire le présentateur était en train de maltraiter le secrétaire des finances pour des commentaires qu'il avait fait au sujet du dollar américain. Voilà, juste ici vous avez monsieur Laurence Fink, lui c'est quoi? C'est le CEO de BlackRock. BlackRock, c'est le plus grand asset management des États-Unis avec 6,3 trilliards de dollars, je dis bien 6,3 trilliards de dollars américains de AUM, donc de Asset Under Management. Et pour en venir à ça, ils n'ont pas pu rentrer dans le débat à fond des cryptos. Pourquoi? Vu que le secrétaire de la finance, donc ministre des Finances nord-américain, avait fait des commentaires au sujet du dollar américain. Donc là, voilà, pendant pratiquement toute l'heure, c'était la guerre, donc la guerre économique qui est entre la Chine, ici vous voyez qu'il y a une représentante chinoise, et euh, et ce qui se passe avec le dollar américain. Donc principalement, ils ont parlé de ça. Mais après, il ne restait plus que quelques minutes. Donc si vous voulez aller à la partie Bitcoin, c'est dans les 3 dernières minutes qu'ils sont réellement en train de parler de Bitcoin. Et c'est le secrétaire ministre des Finances américain qui en a parlé. Et ici, vous avez le CEO de Barclays PLC, donc banque d'investissement. Pourquoi je vous montre cela? Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas que beaucoup de gens sortent de la fiat pour rentrer dans la crypto. Donc déjà, vous êtes en train de faire un trade là. C'est un trade forex. Vous vendez une monnaie pour en acheter une autre qui est crypto. Ouais, donc vous me rendez une monnaie fiat pour entrer dans une crypto. Et une fois que vous êtes dans l'exchange, vous échangez cette crypto contre une autre crypto et back and forth. Donc ça, c'est quoi? Là, je viens avec de l'anglais, donc là, et vice-versa. Donc là, c'est quoi? Vous faites déjà un trade. Donc là, c'est une nature déjà économique et macroéconomique. Donc pourquoi? Bah, ici, ils sont principalement en train de discuter les problèmes d'inflation, de déflation, M0, M1, ainsi de suite. Donc vous voyez que la circulation, la masse monétaire en circulation, ainsi de suite. Bah, les cryptos, c'est pareil, mais dans un monde digital. Donc là, je m'attarde un peu plus là-dessus. Pourquoi? Pour vous faire comprendre le pourquoi du comment, bah, il faut comprendre ce qui est en train de se passer dans, on va dire, les actifs classiques. Parce que les cryptos ne sont que la même chose, ce n'est qu'un miroir, mais dans un monde crypto, on va dans un monde digital, 100% digital. Aujourd'hui, on l'a en petite partie, donc on prendrait quoi? M3, MK, donc c'est la circulation d'argent que l'on a, on va dire, sur base de crédit, donc sur base de 0 et 1 dans nos cartes et dans les comptes bancaires et ainsi de suite. Ouais, donc là, ça dépend de M1, M2, M3 ou 4, donc ça dépend cela. Donc là, on ne va pas rentrer dans un cours macroéconomique ici, mais c'est très important de comprendre cela. Pourquoi? Parce que les cryptos maintenant essaient de se revendiquer, essayer de revendiquer les mêmes métriques, la même approche. Dire oui, on a des fondamentaux, oui, on a ci, oui, on a ça, ben, il faut nous traiter comme tel. Mais maintenant, on ne sait pas encore si on a traité comme un actif, comme une monnaie, donc comme une devise ou comme une commodité. Donc vous voyez le pourquoi du comment, je vous dis toujours que vous devez comprendre comment fonctionnent ces actifs afin de comprendre vous ce que vous êtes en train de faire dans les cryptos. Parce que toutes les news et tous les problèmes de régulation, rappelez-vous, si ce ne sont pas des devises, pourquoi y a-t-il toujours des autorités financières qui essaient de les réguler? Les autorités financières régulent les marchés, mais les marchés sont sur base de fiat. Donc, comment est-ce que sa population, ses investisseurs vont échanger leur fiat pour acquérir bah, des actifs financiers, peu importe ce qu'ils sont. Ok. Alors maintenant, avec les cryptos, bah, c'est pareil. Donc, vous allez sortir de la fiat, donc la monnaie du gouvernement, pour rentrer dans une monnaie crypto qui n'a pas de gouvernement ni quoi que ce soit, mais qui se revendique comme telle. Et un jour, elle va arriver à cela. À force de titiller les gouvernements, bah, ils vont dire bah, ok, bah, tu veux être légitimé, bon, voilà, donc maintenant, bah, tu vas devoir être régulé comme ci, comme ça, comme ça. Tu vas devoir respecter ça, 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 ça. Et tu auras des intérêts à fournir, tu auras de l'inflation, de la déflation, ainsi de suite. Vous voyez que là, il y a des choses qui sont contre les visions principales des cryptos. Donc, si on prend par exemple le Bitcoin et la volonté de Satoshi, 21 millions, pas ci, pas ça. Pourquoi? Bah, tout justement pour écarter le problème inflationniste et déflationniste. Ok. Donc, c'est ça. Mais juste augmenter au niveau du stock de valeur. Donc là, ce serait Bitcoin, ce serait plus de l'or. Vous voyez pourquoi il y a ce débat entre le Bitcoin
et l'or digital. Mais maintenant, quel est le Bitcoin qui va être réellement une monnaie peer-to-peer? C'est le Bitcoin Cash. Ouais, donc là, je sais que je vais loin, je vais vite, mais ce sont des choses que vous devez avoir à l'idée. Et bien sûr, d'un autre côté, si on reste monétaire, easy money. Vous allez voir que beaucoup de gens utilisent du crédit pour rentrer dans le monde des cryptos. Et la montée qu'on a vue aussi, c'est quoi? C'est parce qu'on a des taux d'intérêt qui sont bas. Donc, c'est pas cher, c'est pratiquement gratos d'emprunter de l'argent et d'aller spéculer avec. Et là, c'est M. Ray Dalio de Bridgewater Associated qui est en train de parler de ça. Je vous avais aussi passé cette vidéo. Et ici, Crypto Asset Bubble aussi, je vous ai aussi passé cette vidéo-là. Ok, donc très important d'avoir cela en tête. Vous voyez qu'il y a une nature qui va au-delà de ce que vous pouvez voir. Rappelez-vous, je vous l'ai montré dans la vidéo hier qu'il y a 3 niveaux et que tout le monde n'est que dans le niveau casino, donc ouais, exchange et ainsi de suite. Essayez à trouver le prochain Bitcoin, le prochain ticket pour devenir millionnaire. Mais il y a d'autres métriques qui sont là. Donc vous voyez que la raison de cette revue de presse ici, on parle beaucoup de régulation dans tous les pays. Et régulation, on veut mettre les mêmes régulations sur un actif sauvage, mais on veut le dompter et qu'il soit pareil que, on va dire, une fiat, mais être le représentant de cette fiat au niveau, on va dire, crypto, pour dire ça comme ça. Et regardez bien ce qui se passe avec le pétrole. Le pétrole va être backé par le pétrole. Donc une crypto backée par le pétrole, pour en comprendre, là maintenant on va avoir des fondamentaux. Mais quels vont être les fondamentaux du pétrole? Le pétrole. Donc si vous ne savez pas opérer le pétrole, il y a un gros problème. Et le pétrole est lié à quoi? Au pétrodollar. Donc qui dit pétrole, dit dollar américain. Donc vous voyez que c'est très important cela. Et maintenant on va avoir de plus en plus de cryptos backés par ce genre d'actifs. Donc très important de comprendre la nature macroéconomique. Je sais que c'est relou, c'est chiant. Tout le monde n'a pas le temps de pouvoir regarder les 32 heures de vidéo. Moi, c'est mon gagne-pain, c'est ce que je fais dans ma vie, c'est ce que je fais 24 sur 24, 7 sur 7. Donc là, je le partage avec vous rapidement. Je sais que ça peut être très compliqué à comprendre dans les 2-3 minutes que j'ai consacrées à ça, mais c'est important de le savoir. Rappelez-vous ici, je suis là pour donner les informations, que cela vous plaise ou non, ça c'est factuel et c'est les choses, elles sont comme elles sont. Et ça fait toute la différence demain. Pourquoi? Parce que vous savez où vous allez mettre, où les risques que vous allez accepter de courir et ce que vous allez faire de votre capital. Donc voilà, ok? Bon, assez parlé de cette vidéo, continuons. Vous avez les liens ici, donc là, vous allez la regarder à votre propre discrétion. Ici, Peter Schiff, on retourne encore avec les Wall Street Boys. Et qu'est-ce qu'il dit? Les investisseurs de Bitcoin vont être effacés, donc wiped out, ça veut dire qu'ils vont être massacrés. Tout simplement, voilà, pour le Bitcoin vaut 0, valeur intrinsèque 0, et ça retournera à 0. Continuons ici, JP Morgan, Chase et d'autres banques ont fait quoi? Rappelez-vous, je l'ai dit, easy money, l'accès au crédit, taux d'intérêt bas. Maintenant, JP Morgan et BOF, donc Bank of America, ont arrêté toute transaction via les cartes de crédit. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez que lorsque vous êtes dans un exchange, vous pouvez faire un transfert d'argent, mais vous pouvez aussi financer votre compte, donc alimenter votre compte à partir de votre carte de crédit. Donc maintenant, ils ont arrêté, donc il y a une interdiction, donc c'est banni, ils l'ont banni, c'est fini, on ne peut plus alimenter son compte de trading via une carte de crédit, seulement avec une carte de débit. Parce que du crédit, c'est de l'argent que vous n'avez pas, donc vous l'empruntez à X taux d'intérêt à rembourser à la banque, et une carte de débit, c'est l'argent que vous avez. Donc là, vous voyez, ils veulent arrêter le easy money. Donc rappelez-vous, je vous ai montré une vidéo de M. Ray Dalio, et il parle de ça, de easy money. Donc vous voyez que là, c'est ça, beaucoup de personnes ont pris du crédit pour opérer dedans. Donc il y a eu beaucoup d'argent qui est rentré que les gens n'avaient pas réellement. Maintenant, cet argent-là, il faut le rembourser. Maintenant, comment vont-ils le rembourser? Avec la baisse que vous avez vue. Donc il y aura beaucoup de défauts. Lorsqu'il y a des défauts, ça fait ce qu'on avait avant, les CDS, donc les crédits de faux swap. Donc c'est-à-dire quoi? C'était quoi? C'était un pari, un produit dérivé sur le nombre de personnes qui n'allaient pas arriver à servir leur dette, c'est-à-dire à rembourser leur prêt hypothécaire. Donc il y avait déjà un crédit qui était fait dessus, un swap. Okay, donc là maintenant ça va être la même chose. Combien de gens ne vont pas pouvoir servir leur dette, donc rembourser l'argent à JP Morgan et Bank of America à cause des cryptos? Donc on dit qu'il y a un risque systémique avec les cryptos, que ça peut être le prochain Lehman Brothers. Donc là on va y arriver. Vous voyez ici JP Morgan, Chase, Bank of America qui le font. Discover Card, rappelez-vous, il y a Visa, il y a Mastercard, il y a American Express. Et les cartes Discover aussi ont fait la même chose. Et ils ont, comment dirais-je, 44 millions de clients. On leur a refusé crypto. Donc, vous voyez, 44 millions de personnes qui voulaient prendre du crédit et donc utiliser ce type de carte pour pouvoir aller quoi? Pour pouvoir aller opérer avec des cryptos. Donc vous voyez que c'est des grands chiffres. Hein. Donc imaginez-vous s'ils prennent du crédit pour 500 ou 1000 dollars. Donc ça fait beaucoup d'argent ici. Là maintenant on a BlackRock, donc là c'est les asset management. Rappelez-vous, on a vu le CEO ici, monsieur Larry Fink, donc Larry Rose Fink. Et là maintenant, là ce sont ces analystes qui sont en train de parler de cela. Et comme ils disent, not an investable asset class. Donc pour eux, investir dans le Bitcoin, non, ce n'est pas un actif d'investissement. Donc ils ne proposent pas cela à leurs clients et ne recommandent pas ça à leurs clients. Pour eux, il y a mieux à faire que les cryptos. Enfin, au niveau des investissements. Qui dit, rappelez-vous, il y a une différence entre investir
trader et spéculer. Si vous voulez le trader, ça contre autre chose, donc le trade a été parfait à un moment donné, c'était trader ça contre une autre fiat. Si vous voulez spéculer pour les fluctuations de prix, bravo, comme on le fait du bas vers le haut et du haut vers le bas aussi. Mais il faut avoir accès à ce type de produit. Ok. Maintenant, ici c'était quoi? Currents. Là, j'ai un blanc, je me souviens plus exactement c'était quoi Current, c'est que je l'avais regardé, j'avais lu un article là-dessus, mais ça ne me vient plus à l'esprit exactement c'est quoi, donc là je vais passer cela, je vais pas dire quelque chose que je ne connais pas, j'ai eu un blanc directement là, c'est à force de trop parler d'autres choses, donc voilà. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on a? On va revenir à ce qu'on parlait au niveau du crédit, de l'easy money, des politiques monétaires, donc macroéconomie ici. Hein. Et qu'est-ce qu'on a ici? La Banque centrale de Singapour, donc le chief fintech, donc le chef de la division fintech, dit que le Bitcoin ne va pas nous faire un Lehman collapse. Pour ceux qui ne savent pas, Lehman Brothers avait collapsé. Donc quoi? Il y avait beaucoup trop de paris, beaucoup trop d'exposition aux dérivés, donc les CDS, donc les Credit Default Swaps. Ok? Donc c'est ça. Ils avaient pris un levier de 41 ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'imaginez-vous, vous avez 1 euro. Donc tout ce que vous avez comme patrimoine, c'est 1 euro. Mais vous avez emprunté 40 euros. Donc le jour où il y a une petite variation, vous ne savez pas rembourser. Et voilà, c'est ce qui s'est passé avec Lehman Brothers. Et ben eux, voilà. Euh, malheureusement, ils sont partis. Et maintenant, on dit que le Bitcoin ne va pas, selon le chief, donc le chef de la section, de la division FinTech de la Banque centrale de Singapour, il dit que non, que le Bitcoin est loin de nous faire un Lehman Brothers. Mais oui, qu'il y a certaines personnes qui ont cette crainte. Rappelez-vous, déjà, j'avais une lettre que je vous avais montrée et on avait commenté cet article du CEO de Interactive Brokers aux États-Unis qui disait qu'on devait séparer, qu'il était contre l'entrée des contrats futurs et d'offrir le trading aux cryptos parce qu'il disait qu'il y a un risque systémique que ces actifs allaient tout justement nous provoquer un Lehman Brothers. Pourquoi? Beaucoup trop de gens allaient prendre des crédits là-dedans. Des crédits et pour pouvoir opérer avec ça et à un moment donné il y aura un défaut de crédit lorsqu'il va y avoir des fluctuations de prix terribles et là ça peut nous faire donc comme il disait le Bitcoin pourrait provoquer un autre 2008, ça peut être on va dire la bête noire, enfin même pas la bête noire hein. Ça peut être le bourreau et ce qui va déclencher une autre crise. Pourquoi? Vu l'engouement et ce que tout le monde est en train de faire, pas spécialement Bitcoin, comprenez ici Bitcoin et toutes les crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que c'est une bulle. Et si cette bulle explose, sa répercussion serait terrible dans l'économie réelle. Vous voyez qu'il y a de plus en plus de pénétration du Bitcoin là-dedans. Enfin, dans l'économie réelle. Ok. Maintenant, on va regarder deux autres grandes, enfin, pas deux autres grandes, une autre grande entité, Samsung, qui elle va commencer à faire ses chips, ses propres ASIC chips. Et là, le ASIC, on a revu ça en détail dans le Global Crypto Research. Et maintenant, ils vont faire leurs propres chips. Pourquoi? Pour faire des mining rigs miniers. Des mining rigs pour le Bitcoin. Rappelez-vous, il y avait une démonstration où ils avaient assemblé des anciens Note 5, je crois, ou Note 7, pour en faire un mining rig et le miner. Ça, c'était au niveau démonstratif. C'était une expérimentation qu'ils avaient faite. Pourquoi? Pour donner une nouvelle utilité à votre ancien téléphone. Mais maintenant, ils sont en train de le développer sérieusement. Donc voilà, ils vont avoir de l'équipement. Et là, ça va être directement vendu aux entités minières là-bas. Donc rappelez-vous, maintenant, vous voyez que Samsung est en train de le faire. Okay, donc qui dit Samsung dit Apple et pas mal d'autres choses. Donc vous voyez qu'exactement que ces grandes entités, elles ne vont pas disparaître. Elles vont évoluer avec cela. Rappelez-vous, ils ont des milliards. Et vous pensez qu'avec les milliards qu'ils ont, ils ne vont pas avoir les meilleurs cerveaux avec eux pour savoir comment est-ce qu'ils vont pouvoir survivre dans les prochaines décennies. Donc là, ce rêve, cette utopie de oui, décentraliser, et fini les tiers parties, moi je n'ai jamais cru dès le début, donc vous connaissez ma position, je le dis toujours ici, hein, les clients que j'ai connaissent ma position par rapport à ça, non, ils vont se réinventer. Et vous avez vu la semaine passée, lorsque je vous ai montré l'ETF Block, Amplified, vous avez vu qui constitue le blockchain, ils sont dedans. Donc voilà, comme je dis, il y a des choses qui sont factuelles. Bon, voilà, là c'était le même article. Et maintenant, on va au Bitcoin Future. Donc on va au Chicago Futures Trading Commission. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On leur demande quoi? Il y a toujours un débat qui est là au niveau de l'opération avec les actifs dérivés, les futurs et ainsi de suite. Vous voyez qu'il y a beaucoup de, comment dirais-je, il y a beaucoup de pourparlers au Nasdaq, enfin pas au Nasdaq, à Wall Street exactement, avec ce qui est en train de se passer avec les dérivés du CBOE et du CME, le Nasdaq aussi dans l'ancien, le Nikkei aussi dans l'ancien, et il y a encore toujours pas mal de choses. Vous voyez que c'est pas, oui c'est bien, non c'est pas bien, mais il y a toujours beaucoup de débats. Ouais, donc là, vous voyez les chairmen du CFTC et encore et d'autres entités, il y a toujours des pourparlers pour, enfin, toujours du pour, toujours du contre.
régulation ci, régulation ça, et toujours continuer à voir exactement ce qui va se passer, vu que là c'est un dérivé, il y a du levier, il y a pas mal de choses. Donc avec les cryptos, c'est un sujet très délicat, et dans les hautes sphères aussi de Wall Street, bah, ça continue, le débat continue. Donc voilà, en gros, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On reste à Wall Street. Maintenant, vous avez vu, on a vu le CEO de BlackRock, on a vu ses employés, donc c'est Chief Analyst qui est en train de parler. Mais maintenant, il y a quoi? Il y a, comme vous voyez ici, un chef portfolio, donc une personne qui était à la tête des gros portefeuilles là-bas. Avec quoi? Bah, ils ont quitté la boîte et pour monter un crypto hedge fund. Rappelez-vous un peu ce que fait Mike Novogratz. Maintenant, Mike Novogratz est passé d'un crypto hedge fund à une crypto banque. Ok, et donc là, vous voyez qu'il y a de plus en plus de banquiers qui quittent et qui vont vers le monde des cryptos. Et là, demain, je vais vous faire un article spécial. Je vais prendre trois traders bien connus et ils vont ramener un peu pas mal de choses. Un au côté leçon et un autre qui a lui aussi, qui travaille aussi on va dire dans le monde Wall Street et qui aussi allait dans les cryptos. Donc là, je vais vous traduire tout ça et vous allez lire ça. Ça va être très 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 intéressant. Donc ça, c'est demain lorsqu'on fait le crypto trading. Et maintenant, on va terminer ici avec quoi? Il y a quoi? Coinbase maintenant vient de faire quoi? Ils viennent d'engager des nouveaux leaders. Donc, vous voyez que vu que Coinbase, rappelez-vous, ils ont fait plus d'1 milliard de profits. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant? Ils ont été renforcer leur staff et ils ont pris des personnes très 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 puissantes, donc des personnes qui ont travaillé à un plus haut niveau dans pas mal d'autres compagnies. Et pourquoi? Pour renforcer leur staff et pour leur permettre de passer la compagnie Coinbase au next level. Donc ça, c'est très intéressant ce qu'ils ont fait. Il y a eu comment dirais-je, des personnes très 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 importantes qui sont venues. Vous voyez ici, ils ont pris des anciens IBM, des anciens TD Ameritrade, anciens Twitter ici, comme vous pouvez le voir. Donc des gens très 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 importants et des gens qui savent bien faire leur business, qui ont eu énormément de succès et qui ont généré le succès qu'on voyait ici, des compagnies comme IBM, Twitter et ainsi de suite, et TD Ameritrade. TD Ameritrade, c'est un autre broker nord-américain, et maintenant qui vont bosser à Coinbase. Donc là, ils sont vraiment prêts à, comment dirais-je, ramener toute cette expertise in-house, et maintenant passer l'exchange et service de wallet à un autre niveau. Maintenant ici, qu'est-ce que vous avez? Goldman Sachs, ici on dit que Goldman Sachs avait bien dit, rappelez-vous, la semaine passée, je vous ai montré la vidéo, vous avez le CEO, donc M. Lloyd Blankfein, depuis Davos, qui disait qu'ils n'allaient pas lancer leur trading desk de Bitcoin, enfin principalement de Bitcoin et de crypto, et qui faisaient juste du clearance. Donc pour tous les clients qui tradent les futurs de CBOE et du CME, eux ils sont là juste pour les aider à faire les clearances, c'est-à-dire que tout soit en règle au niveau de ce trading-là. Et c'est tout, ils donnent juste un service aux clients qui eux opèrent dans le Bitcoin pour leur propre compte. Mais eux opérer non. Mais maintenant dans cet article, ils vont un peu plus loin. Ils disent qu'ils n'ont pas besoin d'en lancer un trading desk. Pourquoi? Parce qu'ils en ont déjà un. À travers une acquisition qu'ils ont faite d'une compagnie. Et c'est la compagnie Circle, si je ne me trompe pas. Voilà. Circle, et comme on dit que Circle a été financé par Goldman Sachs en 2015, c'est-à-dire qu'une partie de Circle appartient à Goldman Sachs. Et donc là, j'ai été vérifier l'information. Et l'info, vous l'avez là. Donc rappelez-vous, lorsque vous voyez une info, il faut que ce soit confirmé. Circle, ça c'est la compagnie. Et vous voyez qu'en 2015, il y a eu quoi? Goldman Sachs les ont financés. Et voilà, Goldman Sachs a financé la compagnie Circle. Vous voyez ici, ça fait partie, vous voyez ici, qu'on voyait tous les investors, donc ceux qui ont comment dirais-je, tous ceux qui ont des parts dans la compagnie. Vous voyez Pantera Capital, Wake Investment Person, Goldman Sachs, General Catholics, Fenway Summer Ventures, Digital Currency Group, Briar Capital, Boom Startup et Axel Partners, donc principalement des venture capitalistes, et ils sont là. Et donc là, ils ont exactement quoi? Voilà, ils ont mis de l'argent dedans, donc ils ont une part dedans, et ça c'est un exchange. Ok, donc voilà, donc comme on dit ici, voilà, hein, ce n'est pas la peine d'aller investir, qu'eux commencent à faire cela vu qu'ils ont ça. Donc rappelez-vous, Wall Street fait beaucoup de choses, mais de manière indirecte. Ok, donc ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est pour ça que je dis que vous devez comprendre le mécanisme de Wall Street. Ok, maintenant on va où? On va à Kodak, Eastman Kodak. Et vous voyez que Kodak voulait lancer son ICO, mais maintenant comme on dit, le futur c'est blurry, donc c'est-à-dire c'est légèrement opaque, c'est flou. Pourquoi? Vu qu'ils ont ralenti la chose, ils prennent leur temps, ça ne va pas sortir. Oui, ça devait sortir le 31 janvier, mais maintenant voilà, c'est remis. Donc on verra ce qui va se passer. Ok. Et maintenant ici, qu'est-ce qu'il y a? Là, c'est à Davos, et là, c'est avec Business Insiders. Et ici, on a quoi? Là, c'est le CEO de Chain, donc c'est une boîte blockchain qui vient parler un peu du blockchain depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et comme il dit, il y a eu beaucoup de discussions blockchain dans tous les panels. Il n'y avait pas un panel à Davos. Donc, tout ce que j'ai regardé, il n'y en avait pas un qui ne parlait pas de blockchain, de crypto et de la cybersécurité et du hack. Aucun. Tous ont parlé du blockchain et tout ce qui était relié au blockchain. Et donc là, voilà, ils en font un résumé. Et lui, vu qu'il opère une boîte, une start-up blockchain,
il est en train de parler de cela. Et maintenant, on va à Square. Donc Square, rappelez-vous, Patrick Dorsey, ou Jack Dorsey, enfin Monsieur Dorsey, on va dire ça comme ça, qui est le fondateur de Twitter, CEO de Twitter, est aussi le fondateur et CEO de Square. Et maintenant, Square, donc rappelez-vous, je vous ai déjà parlé de cette compagnie comme Nvidia, comme Overstock. Et donc là, dans le Global Culture Research, on l'a vu, même ici, dans les crypto-rapports de chaque samedi, j'ai montré la corrélation positive entre la fluctuation de la cotisation de l'action de Square et du Bitcoin. Et maintenant, ils vont lancer quoi? Ils vont lancer leur application qui va leur permettre d'acheter et de vendre du Bitcoin directement à tous les utilisateurs de Square à travers, comment dirais-je, l'app mobile. Donc là, c'est encore, voilà, c'est Monsieur Jack Dorsey, pardon. Donc là, maintenant, vous voyez quoi? Encore un pas en plus en avant pour la compagnie Square. Donc, il continue dans le Bitcoin. Donc, vous voyez, il y a une acceptation de la part de cette compagnie et il continue. Donc, vous voyez, là, c'est un deuxième article qui, on va dire quoi, qui confirme ce que l'on a vu donc d'une autre source. Et donc là, c'est confirmé même dans Bloomberg et ainsi de suite. Il confirme aussi la news. OK? Donc là, voilà. Donc, Square Cash est lancé. Utilité du Bitcoin, buy and sell Bitcoin, comme vous pouvez le faire à Coinbase ou à Bitstamp, quoi que ce soit. Maintenant, Square vous permet de le faire aussi. OK? Donc voilà. Et maintenant ici, Moonlight, donc là on parle de quoi? On retourne un peu à l'activité minière et ça c'est une compagnie minière ici. Et là on parle un peu de certains problèmes qu'il y a au sein de l'activité minière, blockchain, des cryptos et ainsi de suite. Et donc là, à travers ce qui est en train de se passer, donc rappelez-vous, hein, toujours des pays qui sont en train de, enfin des pays qui sont en train d'essayer d'attirer ce business et des compagnies qui essayent de se, comment dirais-je, de bouger de l'endroit où ils sont, dû les régulations, du ici, dit ça, et des accords qui pourraient passer au niveau énergétique, et ainsi de suite. Et donc là, il y a pas mal de compagnies qui sont en train d'en parler. Et bien sûr, c'est quoi aussi? Là, c'est une nouvelle alternative. Moonlight, ça donne quoi exactement? En résumé, cette compagnie va permettre à tout particulier de pouvoir participer à l'activité minière, mais sans pour autant même se lancer dans l'activité minière. Donc quoi? En achetant ce jeton-là, vous avez une participation dans l'activité minière de la compagnie, et elle, voilà, vous êtes payé par rapport à ça. Donc c'est un projet qui est intéressant et donc là voilà, il faut voir exactement ce qu'il y a et je crois qu'il y a une ICO qui va bientôt être lancée. Donc voilà, vous avez le lien ici et c'est quelque chose qui est à lire. Donc la compagnie mine, vous achetez leur token et donc voilà, vous partagez les bénéfices. En gros, c'est ça. Donc, vous achetez une participation dans une opération minière. OK? Et maintenant, on va finir avec On-Chain Capital. Donc là, c'est quoi? On-Chain Capital, donc de Ran Neuner. Donc ça, c'est un ancien broker de Wall Street qui est allé en Afrique du Sud et maintenant il a monté sa compagnie blockchain. Et là, il donne un peu son point de vue au sujet des cryptos, vu qu'on a vu cette forte baisse des cryptos. Et pour lui, ce n'est pas fini. Comme il dit maintenant, il faut avoir ici la vision d'un long-term investor, donc du type Warren Buffett, et racheter les dips. Donc c'est-à-dire venir racheter les cryptos bien plus bas. Et pour lui, comme il dit, just hodl. Hodl, c'est quoi? C'est un mot avec une erreur de frappe. Bon, si on dit holding, mais là, la tendance maintenant c'est de dire to hodl. C'est quoi? Rester dedans. Bien sûr, pour qui? Ceux qui sont rentrés il y a bien longtemps, lorsque c'était bien bas. Et donc maintenant, lorsqu'on va voir ces bas, c'est comme Warren Buffett, on achète lorsque tout est rouge. Donc pendant que c'est en train de descendre, si je dis bien votre point de vue à vous, vous croyez dans les fondamentaux, vous croyez dans le long terme, dans la survie à long terme et l'appréciation dans le long terme des cryptos et du Bitcoin, oui, vous achetez quand c'est plus bas. Ici, rappelez-vous, ce n'est pas une recommandation d'achat, ni d'investissement, ni de quoi que ce soit. Ça, c'est, comment dirais-je, un point de vue. Donc, comme on dit, comme je le dis souvent, et on le verra demain, on a déjà un pointer, donc on a déjà un indicateur, les 20 000. Donc, si on va plus bas, ça mettra le temps qu'il faut pour revenir à 20 000. Donc, vous voyez qu'eux, tout cela, et donc beaucoup de gens à Wall Street, rappelez-vous, là c'est bien ce qu'il dit, parce que beaucoup de gens à Wall Street sont en train d'attendre. Et ils attendent quoi? Ils attendent de voir ce grand crash. Rappelez-vous que moi, ma target à moi, j'étais 8 000. 8 000 atteint, ça a été atteint. Comme max, je voyais les 6 000 $, mais là, le consensus avec mes autres analystes, pour eux, c'est même 5 000. Consensus de Wall Street, c'est 5 000. Et pour certains, si le Bitcoin répète son patron de correction de 90%, donc c'est déjà arrivé 4 fois, et s'il le refait encore une fois, de dire que de 20 000, on atteint les 2 000, donc ça fait une correction de 90%, ça va faire la 5e fois qu'il le fait, et ce patron va se confirmer au sein de tout l'écosystème crypto, et principalement du Bitcoin. Et donc là, Wall Street, ils ont du cash sur le côté, et ils attendent que ça. Voilà, point à la ligne. Donc là, pour eux, ils sont en train de se frotter les mains. Pour eux, c'est pire que les soldes. Pour eux, c'est l'affaire du siècle. C'est comme acheter la Joconde à 10 $. Voilà. Mais comme je dis, il y a des personnes qui ont plus d'informations que d'autres. Pourquoi? Rappelez-vous, eux, ils ont des équipes d'analystes.
ils ont des équipes d'analystes, ils ont des analyses coûtent cher, la recherche coûte cher. Et vous, le particulier, n'a pas les mêmes ressources parce que ça coûte cher l'information. L'information est une devise, ça coûte cher. Donc ça coûte cher de vous payer les services d'un analyste et des conseillers et des choses pareilles. Donc vous voyez, nous ici, la boîte, c'est une boîte d'analyse et de consulting. Vous voyez bien le type de rapport qu'on est en train de faire. Là, bien sûr, je vous montrerai un peu le prochain rapport, enfin, le type d'analyse qu'on va ramener, donc de nouvelles métriques que l'on va ramener pour les cryptos. Vous voyez que c'est pas gratos, donc c'est pas des choses que l'on fait comme ça. Ici, gratuitement avec vous, je commente les informations, mais nous on a un travail. Nous on ne dort pas, on travaille 24 sur 24 pour ce genre de choses parce qu'on est sérieux avec notre argent et lorsqu'on nous paye pour un consulting, eh ben, le client doit en avoir pour son argent. Donc là, c'est ce genre de choses. Et donc là, il est en train de parler de cela. Et pour finir, ben, lui, ce monsieur Ragnar, lui aussi, il a son émission Crypto Trader qui fait depuis l'Afrique du Sud. Et c'est très intéressant pour voir parce qu'il ramène beaucoup de personnes qui sont... il fait des interviews, il ramène des traders comme lui, des personnes de Wall Street, ainsi de suite. Donc ici, vous avez le lien vers cette vidéo-là. OK? Et comme je vous ai dit, je vous parlais de recherche. Donc, vous voyez qu'on va faire une recherche, on va aller de manière très très approfondie sur ce qu'est, comment dirais-je, les cryptos. Donc, comme vous avez vu, donc voilà. Donc là, c'est une des recherches que l'on a. Donc ça, c'est Sergio qui nous fait toutes ces choses-là. Donc là, ici, c'est l'analyse du secteur Internet. Hein, donc l'analyse qu'il avait fait déjà en mai 2017. Et aujourd'hui, une des compagnies principalement de là qui est montée au-dessus de cela, c'est la compagnie Amazon. Et regardez où était Amazon en mai 2017 et Amazon où est Amazon aujourd'hui. Une montée phénoménale. Et donc, vous voyez, c'est ça. Donc, on a commencé à analyser les inputs, les outputs. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et une fois que l'on a tout ça, après, ben, il faut passer tout ça dans des tableaux comme ceci pour pouvoir réellement, ben, comment dirais-je, établir pas mal de choses. Donc il y a beaucoup de formules que nous on doit mettre sur pied, beaucoup de recherches, rechercher quels sont les bons outputs, quels sont les bons inputs et sur quoi on va se baser. Vu que les cryptos sont très différentes entre elles au niveau de leurs industries respectives où elles veulent amener un changement, une évolution, donc une utilité. Donc là, il y a beaucoup de métriques qu'on doit savoir comment mettre tout ensemble. Par exemple, on ne va pas comparer Bitcoin et... attendez, qu'est-ce que je pourrais dire? Voilà, Bitcoin et IOTA, ça n'a rien à voir. Ou Ethereum et, je sais pas moi, Veritasium. Voilà, il y a des choses qui n'ont rien à voir. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de formules à avoir. Il faut que les formules, elles soient concrètes, qu'elles soient correctes et qu'elles puissent être adaptées, que cela ait un sens. Et une fois que cela a un sens, ben après, voilà que une fois que donc, vous voyez un peu le travail, comment il est fait, mais après, nous, on doit venir avec quoi? Ben, on vient avec un résultat. Et le résultat, c'est quoi? Ben, tiens, il faut aller dans quoi? Il faut investir quoi? Donc, vous voyez ici, principalement, les compagnies qui sont sorties du lot, dans lesquelles on a gagné fort, quand même moi j'ai gagné fort, ben, il y a Facebook, Google, Amazon et Netflix. Donc vous voyez, il y a l'efficience et l'efficacité. Donc là, on essaie d'avoir la même métrique et maintenant ramener ça avec les cryptos. Donc là c'est quelque chose de très grand. Donc il faut déjà ce rapport, ces fondamentaux doivent être faits et ensuite avoir une feuille de calcul qui va s'actualiser automatiquement pour nous donner toujours un classement et certaines données. Donc il y a beaucoup de formules avec lesquelles il faut venir et il faut qu'elles soient tip top, tip top, tip top. Donc vous voyez que ça, c'est le genre de travail que l'on doit faire. Donc ça, c'est le genre de travail qu'un particulier, comment dirais-je, ne sait pas qu'il doit faire ce genre de travail. Et ça, c'est un résultat qui a. Un autre résultat, si je dois vous montrer quelque chose de concret réellement par rapport à ça, bah, c'est la feuille de calcul que moi-même j'utilise ou d'autres travaux qu'on a avec le rendement 2017. Là, bientôt, on va avoir le nouveau rendement 2018. Vous voyez, ce sont les feuilles de calcul que nous, on utilise. Donc, ça, c'est du travail in-house. C'est nous-mêmes qui avons mis nos têtes et réellement dedans. Donc, principalement, moi qui ai développé tout ça. Ça, c'est pour le risk management. Et maintenant, bah voilà, c'est vraiment pour pouvoir arriver à prendre des meilleures décisions. Et ça, c'est un plus. Donc là, on travaille en parallèle. Une fois qu'on a nos analyses, bah, en parallèle, on a ceci. Et vous voyez, voilà, ça s'actualise. On va voir si c'est actualisé aujourd'hui. Voilà, actualisé aujourd'hui au 3 février. Donc vous voyez le bas que ça va atteindre ici au niveau... comment dirais-je, au niveau des cryptos, donc les 8159 ici, et ici les 8941, et sur base de ça, bah, il y a pas mal de choses, et on a les momentum et tout ce qui va avec. Donc vous voyez que là, si on est bas, si on remonte, ici ça nous dit quoi? Clairement, on peut remonter, avoir une interaction avec les 10 000, mais le momentum il est down sur base de la baisse que l'on a vue et atteindre quoi? Les 8100. Donc avoir une clôture réellement carrée à ce niveau-là. Et ça s'actualise tout seul. Donc vous voyez qu'une sur base de ce que l'on a à dire sur papier, et ben après il faut revenir et avoir des feuilles de calcul comme ça et savoir exactement ce qu'on est en train de faire et
pour que ça puisse être actualisé automatiquement. Donc là, il y a énormément de travail, mais il faut que c'est un sens et savoir aussi comment interpréter cela. Donc comme je l'ai dit, maintenant ici rapidement, lorsque vous voyez le momentum à 10 000, sur base de ce que l'on voit ici, vous voyez qu'on a des recommandations, c'est des strong buy. Donc là, c'est quoi? Bon, on pourrait remonter à la hausse vers ce niveau des 10 000. Donc comme vous voyez ici, un achat à ce niveau-là, 9500, 9500, c'est en dessous de 10 000. Donc 10 000 maintenant serait une nouvelle résistance. Ok, donc là, on verra tout ça demain. Mais comme je vous le dis, comme je vous le disais, pour le particulier, c'est dur de pouvoir opérer, de pouvoir investir. Pourquoi? Parce qu'il vous faut tout ça. Et ça demande de l'argent. Vous voyez, Wall Street fait de l'argent pour ça. Il y a énormément de services qui passent et pas le tibata. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui payent pour l'analyse et qui payent pour les recherches et qui ont beaucoup de choses. Et maintenant, c'est principalement des algorithmes qui font toutes ces choses-là. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est un modèle quantitatif. Donc moi, je n'ai même pas qu'à regarder ce qui se passe dans les graphiques. Je viens, je regarde ça et je veux prendre, on va dire, qu'est-ce qui se passe dans les news. Et je dis, bah tiens, bah moi, je suis acheteur du Bitcoin. Bah voilà, il va me dire, bah tiens, maintenant, tu peux acheter là, maintenant. Et quand tu vois que tu arrives à tel prix, bah boum, tu sors. Là maintenant, ben, après c'est à vous à décider si oui ou non vous prenez l'opération. Ok? Donc voilà, donc rappelez-vous, faut être bien armé. Il faut être bien armé. Ok? Donc voilà, ça c'est tout pour l'analyse d'aujourd'hui. Donc maintenant, si vous savez bien, vous avez besoin de services, vous vous rendez compte que vous avez des carences, des lacunes et qu'il vous manque pas mal de choses. Je sais qu'il y a beaucoup de novices qui sont ici et qui suivent, donc il y a beaucoup de contenu, on va dire, gratos pour vous sur le canal en archive, donc profitez-en. Donc moi je suis là tous les jours, je fais la vidéo et je prends le temps qu'il y a pour partager cela avec vous. Et comme je dis, si j'y vais trop vite, vous ralentissez la vélocité de la vidéo sur YouTube, comme ça vous pouvez suivre ça tranquillement à votre propre discrétion et à votre rythme. Et si toutefois vous avez besoin de plus, au www.jctum.com, comme vous voyez ici, on a toutes sortes de services pour vous. Donc il y a les services de consulting sur base de vidéos, donc là c'est des vidéos modules, donc plus de 3000 minutes, plus de 60 heures et tous les bonus dedans. Dans les vidéos modules, les Global Crypto Research sont remplis, sont compris dedans. Et vous avez aussi mon positionnement trimestriel, qu'est-ce que je regarde chaque trimestre, donc un live trading, où vous voyez les ordres que moi j'ai concrets au marché, mes points d'entrée, mes points de sortie, vous voyez comment j'utilise la feuille de calcul, vous voyez mon approche et mon raisonnement fondamental qu'il y a derrière, le pourquoi du comment je prends telle chose, où est le risque, quel risque systémique auquel je m'attends, et après, comme vous avez tous les niveaux, vous pouvez les suivre vous-même et vous verrez si oui ou non, je sais de quoi je parle, et si oui ou non, on est dans le bon. Comme je dis, on a été dans le vert dans pratiquement plus de 80% des opérations, et donc voilà. Ensuite, vous avez les consultings en one-on-one à l'année, donc avec 2 mois offerts et pour une période semestrielle. Vous avez la solution active, donc là c'est avec aussi un portefeuille dérivé spéculatif mis sur pied et avec moi à la gestion du risque. Et ensuite, vous avez bien sûr les Global Crypto Research à l'unité ou en souscription annuelle. Les Global Crypto Research sont directement inclus dans tout ce qui est consulting et dans tout ce qui est vidéo module. Et ensuite, vous avez les consulting à la carte. Et bien sûr, on a encore d'autres phases, donc d'autres stratégies. Donc, ce type de service vraiment corporate que vous avez retrouvé à Wall Street avec toutes les analyses que j'ai ici. Donc là, c'est des choses à dire qui vont à un autre niveau. Comme voilà, le type d'analyse que vous avez vu, analyse de secteur internet et tout bazar, voilà, là c'est des analyses qui commencent à ce prix-là. Et ensuite, si vous voulez rajouter toutes sortes d'actifs, donc imaginez-vous quelqu'un qui me dit voilà, Serge, moi je veux une analyse complète sur du Bitcoin. On va donner une analyse complète du Bitcoin. Et là, c'est le prix pour moins de 75 euros par actif et on a des packs de 10 actifs, ok, parce qu'il y a beaucoup de travail, on va pas faire 2, 3, 4, 1, ça va, mais là après il y a des packs, donc là c'est et les PDF, vidéos explicatives et s'il faut vidéoconférence pour qu'on explique ou bien les personnes qui sont ici physiquement, nous on se déplace et on fait toute l'explication de tout ce qu'il y a, ok. Donc là, ici, rappelez-vous, c'est une boîte de consulting, de recherche et d'analyse et d'investigation. Voilà ce que nous on fait et on opère aussi avec notre propre capital et on est là pour les clients lorsqu'ils ont un besoin. Ok, donc voilà, donc ici vous avez Wall Street pour vous. Voilà pourquoi est-ce que le canal YouTube s'appelle Trading Wall Street. Ok, donc voilà, donc vous savez où nous trouver demain. Vous revenez demain, donc demain c'est la classe trading, donc demain on va être là pour bien trader, donc il y a eu beaucoup de choses, on va regarder ce qui se passe et j'ai encore 3 vidéos que j'ai gardées pour vous, spécialement d'anciens traders de Wall Street qui parlent, enfin qui sont toujours, qui parlent de ce qui se passe au niveau trading algorithmique pour comprendre, je vous le dis souvent, vous m'entendez souvent dire qu'il y a des robots qui opèrent avec vous, ça va vous être confirmé demain, vous allez entendre 2 personnes qui ont été là,
qui ont fait ces robots et qui le font eux-mêmes. Et on va s'attarder sur un ancien trader de Wall Street. Comme vous avez vu, on a plein qui quittent Wall Street pour monter des exchanges. Rappelez-vous, ceux de Wall Street sont principalement derrière énormément d'exchanges que vous voyez là. Il y a beaucoup de gens de Wall Street qui sont derrière, donc vous allez voir exactement ce qu'ils font. Donc là, il y a une longue interview d'un exchange en particulier et d'anciens traders, comme ça vous allez voir ce qu'ils font. Donc là, c'est pour demain, ok? Donc ces articles vont être traduits. Il y a un article et une vidéo de 2-3 minutes et un article de quelques pages. Je vais vous le passer en français et on va le commenter demain, en plus du Bitcoin Trading Time, Bitcoin Cash et ainsi de suite. Principalement ces deux-là et Bitcoin Gold, on va regarder l'analyse technique et ainsi de suite. Ok? Donc vous passez un excellent samedi, excellent week-end, vous reposez bien, vous revenez demain dimanche avec les neurones fraîches. C'est pas grave, c'est une vidéo, si vous ne la regardez pas dimanche, vous la regarderez en votre temps. Ok? Excellent samedi et à demain dimanche. Bye bye.